Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram. Et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Bon, comment tu te sens là maintenant? Très bien. Un peu, je sais pas trop quoi raconter. Oui. Et tu vois, j'ai ce truc encore de me dire que c'est pas intéressant. Du coup, je sais que je suis pas au bout du chemin où j'ai envie d'aller. Il n'y a pas d'injonction, mais moi, je sens que vis-à-vis de la naissance d'Émile, je suis pas encore tout à fait là où j'ai envie d'être. Donc, je pense que le raconter va m'aider en ce sens, à mon avis. J'ai encore ce truc de, c'était vraiment rien de particulier, et du coup j'ai du mal à, parce que si je le raconte comme ça, en fait au départ je l'ai raconté à quelques personnes, mais moi-même je le racontais en mode oh juste ça, et du coup j'étais étonnée que les gens me disent pas waouh c'est incroyable, mais en même temps ben moi je le présentais aussi d'une façon, donc les gens s'accordent, et comme il n'y a rien d'objectif, c'est au final notre vécu qui va faire que la naissance a été bien vécu ou pas bien vécu. Et du coup, pour que les gens disent waouh, c'est super, ben, il faut que toi-même tu trouves que c'était super. Sinon, voilà. Donc, du coup, je sens que c'est encore compliqué à ce niveau-là. Ben, merci pour témoigner là, ce qui est vivant pour toi là maintenant. Euh, Est-ce que tu serais d'accord de nous partager qui tu es et ce que tu aimes? Oui. Et ben, donc, du coup, ben, Mélène, 28 ans. Et ben, qui je suis ben, avant tout une mère, principalement, depuis 6 ans. Et c'est vraiment quelque chose que je cultive et que j'essaye pas de, voilà, de dire je suis pas qu'une mère, je suis aussi autre chose, parce que ben, pour moi c'est évident que j'ai plein de facettes dans ma vie. Mais actuellement, je suis surtout une mère. Et je pense que si je vis pleinement cette période de ma vie où je suis principalement maman, je pense maman, je dors maman, je vis maman, et ben je pense que c'est comme ça en fait que déjà là que je suis la plus alignée. Et puis que je peux accueillir les futures étapes, les changements, les enfants qui grandissent, qui quittent la maison, ou j'en sais rien. Enfin, j'ai besoin de cette période où je suis juste maman. Et même dans le couple, on est d'accord avec ça. On est des parents, et ça ne veut pas dire qu'on s'oublie individuellement. Ça ne veut pas dire qu'on nourrit pas notre amour de couple, mais c'est pas du tout la priorité. Et c'est quelque chose, voilà, qui est ok. Donc actuellement, je suis maman de 3 enfants, du coup. Et ce que j'aime dans la vie, ben, ça a été vraiment une révélation d'être maman. Donc, donc actuellement, c'est vraiment, on fait l'instruction en famille. Je me passionne ben, pour les apprentissages, pour la psychologie de manière générale. J'adore écouter les histoires de mes amis et de personnes en tout genre qui vont se confier plutôt facilement à moi, et comprendre comment l'humain fonctionne, qu'est-ce qui peut être déterminant sur nos chemins, comment on peut changer, dans quelle mesure on peut guérir, enfin voilà, tout ça qui sont vraiment les choses qui m'animent beaucoup. Et puis en parallèle, je suis animatrice à la Leche League, l'association de soutien à l'allaitement, ce qui me permet bah, d'avoir, voilà, de cultiver à petite dose, on va dire, une casquette un peu professionnelle, même si je suis bénévole, mais j'ai une posture professionnelle, on va dire, je sais pas comment dire ça. Donc voilà ce que je fais aussi, et puis voilà, actuellement c'est ça. Bah, tu disais, j'ai besoin de cette période d'être principalement maman. Je sais plus comment c'est son nom Insta.
mais elle a partagé, elle vient d'enfanter, et elle disait en fait c'est là où elle est indispensable. Mmh. Aujourd'hui, c'est là où tu es indispensable. Ah, c'est pas Julia? Non? Parce qu'elle a partagé ça aussi. Ah ben peut-être. Non, c'était pas Mmh. Julia. Julia, je m'en serais souvenue, mais elle a probablement partagé Mmh. également, et c'est le cas en fait. C'est oui, oui, Mmh. il y a des moments de la vie où on est indispensable à des endroits pour avoir cette base solide, particulièrement de tout ce qui est attachement. Et Mmh. donc merci de rendre ce monde plus beau en... Mmh. Bah, merci à toi aussi qui contribue largement également de ton côté. C'est important, vraiment. Merci beaucoup. Donc tu viens aujourd'hui nous raconter la naissance de Émile. Oui, Ce projet, donc, enfin cet enfantement, c'était un enfantement libre, si je me souviens bien, oui, on était accompagnés de notre doula. de votre Voilà. doula. Il y en a qui font la distinction souverain, libre. Ouais. Et alors, en France, actuellement, c'est absolument pas quelque chose de banal. Donc j'imagine que ça s'est pas fait, ça vous est pas tombé du ciel, cette idée. Donc est-ce que tu serais d'accord de venir relater aussi loin que tu en as envie, comment tu as cheminé pour en arriver à ce projet-là? Ok. Et ben du coup, je pense que ça commence quand même bien avant que je sois enceinte de ma première, avec l'héritage plutôt toxique que m'a légué ma mère, avec le fameux ben t'es pas une femme si tu prends la péridurale. Voilà, déjà quelque chose d'assez costaud. Voilà. Et puis même déjà si t'es pas mère, t'es pas une femme. Et puis, bon, voilà, c'était beaucoup d'injonctions sur le côté performance, en fait. Pas sur le côté, bien sûr, lien avec son bébé, bien-être, tout ça. Non, vraiment sur, voilà, on est des femmes, on se noie pas dans un verre d'eau, on se plaint pas, tout ça. Donc déjà, j'avais ce bagage-là, et je pense que à la base de la base, pour ma première, donc je souhaitais un enfantement physiologique à l'hôpital. Je n'avais même pas pensé à autre chose et je pensais que ça pouvait être physiologique à l'hôpital. Et je le faisais plutôt pour des raisons. Enfin, je me serais sentie vraiment très en échec si ça n'avait pas été le cas. C'était pour prouver quelque chose, peut-être à ma mère, mais à moi-même. Et j'avais pas il n'y avait pas une profondeur très importante à cet acte pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis très bien renseignée. Plus je me renseignais quand même, plus je sentais une brèche s'ouvrir en moi de choses qu'on m'avait pas apportées. Et enfin, je comprenais que ça avait quand même une ampleur plus importante. Je comprenais le lien entre l'enfantement et l'allaitement, le lien entre l'allaitement et l'attachement qu'on a avec son enfant. Je faisais des liens petit à petit. Bon, j'en étais pas là où je suis évidemment, mais ça commençait à prendre une autre importance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille était en siège. Et du coup, ben, j'ai eu droit au pelvis scanner classique voilà, de routine, qui a montré que mon bassin était, c'est important quand même, parce que dans toutes mes amies, on ne m'a pas dit ça, chirurgical. Donc, un indice de Magnien inférieur à vraiment tout ce qui est possible. Enfin, voilà, un bassin donc qui ne peut pas enfanter. Même d'un petit bébé, même tête en bas, je ne pourrai jamais accoucher par voie basse, blablabla. Donc, je me suis vraiment effondrée quand on m'a dit ça. Je me rappelle la gynécologue qui me disait mais enfin, pourquoi vous pleurez elle me disait des fois, il y a des patientes, c'est difficile parce qu'elles sont à la limite et on leur dit non pour tenter la voix basse, mais vous n'êtes même pas à la limite, vous, c'est juste impossible. Donc, en fait, soyez, soyez contente. Voilà, on fait au mieux, tout ça. Vous avez un bassin de schtroumpfette et elle rigolait. Et moi, j'étais là vraiment effondrée. Et puis, j'ai eu une chouette sage-femme sur ma route quand même, parce que principalement, ce qui me faisait peur, enfin, en dehors de mon projet qui s'effondrait, c'était l'anesthésie. Moi, je suis hypochondriaque, j'ai eu des parents, bon, avec alcool, drogue, tout ça. Moi, j'ai très peur de perdre le contrôle, j'ai très peur de tout ça, de toute substance dans mon corps. Donc, vraiment, une anesthésie qui te fait perdre l'usage de tes jambes, tout ça, c'était absolument terrifiant pour moi. Donc, c'était ça ma plus grosse peur. Et puis, d'être toute seule, que mon mari puisse pas être là.
Voilà, et donc grâce à cette sage-femme, elle m'a parlé d'un hôpital pas très loin de chez nous, qui était le seul à l'époque en France qui avait le label Naître Enchanté. Donc je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais qui est un label qui pousse vraiment à autonomiser les parents et donc qui fait que le père, bon, il y a plein d'aspects dans ce label, mais il y a aussi l'aspect où pour toute césarienne, même en urgence, le père est présent. Donc voilà, je me suis dit, ok, ça fait déjà un truc qui fait moins peur. Bon, les équipes ont été super sympas avec moi parce que, bon, je le comprends a posteriori, bien sûr, mais quand on dit oui, de toute façon, généralement, enfin, voilà, il n'y a pas trop de raisons que ça se passe mal, en fait. Donc, moi, voilà, j'ai dit oui à tout. Je suis allée à ma césarienne programmée 15 jours avant quand même. Donc, ça, c'est. Voilà, je me disais, est-ce que je peux pas entrer en travail quand même? Non, c'est pas possible, c'est trop risqué. Bon, bah voilà, césarienne programmée. Du coup, mon mari était là, ça s'est très bien passé, cicatrisation très bien, tout s'est très bien passé. Ils m'ont fait pousser, donc même s'il y en a qui trouvent ça un petit peu ridicule, a posteriori, je trouve ça un petit peu ridicule, mais sur le moment, je me suis dit, bon, j'ai aidé, j'ai accompagné, en tout cas, ça m'a permis un espace pour me concentrer, je vais accueillir mon bébé, même si pousser en soi, ça sert à rien parce qu'il te sorte, mais ça m'a permis d'être concentrée et d'être vraiment pleinement là. Et donc voilà, je l'ai eu tout de suite sur moi. Pas de séparation, peau à peau, allaitement tout de suite. Bon voilà, et puis on était jetés dans le grand bain de la parentalité. J'ai fait le deuil plutôt facilement de cet accouchement voix basse parce que j'ai vraiment bien vécu la césarienne, encore une fois. C'était beaucoup moins pire que ce que je pensais. Et ça n'a pas entaché mon lien avec ma fille. Et puis surtout, ça m'a fait me plonger corps et âme dans l'allaitement. Là où une passion est née, du coup, où ça a été, par contre, ça, c'était vraiment très important pour moi. Voilà, il fallait absolument que mon corps réussisse. Encore une fois, une histoire de performance quand même à ce moment-là. Réussisse quelque chose, quoi. Si je pouvais pas mettre au monde mon bébé, il fallait au moins que je le nourrisse, tout ça. Donc voilà, on a démarré comme ça. J'en ai pas gardé d'amertume. J'étais très contente. Et puis je savais que je voulais plusieurs enfants, mais que du coup la question se poserait plus tard, quoi. J'ai vraiment pas les premiers mois, premières années, j'ai pas réfléchi plus que ça. Voilà, j'étais bien comme ça. Et puis ensuite, j'ai eu encore, parce que pour concevoir ma première, ça a été vraiment une envie viscérale, quoi. Il me fallait un bébé tout de suite. Du coup, je suis tombée enceinte tout de suite. Et en fait, j'ai ressenti ça. J'ai eu mon retour de couche. Elle avait 20 mois. Et ben, j'ai senti. Voilà, c'était le moment pour moi d'avoir un autre enfant. Dès qu'on s'est mis d'accord avec mon mari et tout, je suis tombée enceinte encore une fois du premier coup. Et en fait, ça a été une grossesse vraiment particulière. Bon, chaque grossesse est différente. Et là, vraiment, elle ressemble ni à la première ni à la troisième, où j'ai été dans une confiance absolue. J'ai vécu la confiance absolue que j'ai jamais retrouvée après. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Ça a été. Donc, j'ai senti que j'étais enceinte dès le rapport sexuel qu'on a eu. Je me suis dit, OK, ça y est, ça va féconder. J'ai senti quand l'ovule, quand le petit embryon migrait, quand le petit œuf migrait, que ça y est, c'était implanté. J'ai senti, j'ai eu l'intuition sur le sexe de ma fille, sur son prénom, sur, sur tout. Et puis tout au long de la grossesse, en fait, j'ai senti qu'elle était tête en bas alors que j'étais après les côtés 1, quoi, vraiment au tout début. Et ben, en fait, je sentais qu'elle avait la tête en bas. Toute la grossesse, je sentais exactement, je sais même pas comment c'est possible, puisqu'avec mon troisième, ça n'a pas du tout été le cas. J'arrivais pas à sentir. Et là, j'étais sûre les fesses sont là, les épaules, je savais tout. Et puis, j'ai vraiment, oui, j'étais dans une confiance absolue. Et du coup, j'ai voulu m'inscrire à la maternité. J'en ai fait 3 de maternité. Avec mon pelvis scanner, j'ai un peu tendu le bâton pour me faire battre, pensant que je sais pas ce que j'espérais, mais et on m'a dit mais enfin c'est pas possible. Vraiment, vous pouvez pas. Ça sera césarienne obligatoire. Il y a un hôpital qui m'a dit nous on veut bien éventuellement vous laisser genre l'épreuve du travail là, mais si c'est un interne ce jour-là, que c'est la nuit, que machin, personne vous laissera parce que ils prennent des risques et blablabla. Et puis, il faut faire un régime. On m'a imprimé un truc parce que vous m'avez pris, je crois, j'étais à 4 mois de grossesse, j'avais déjà pris peut-être 9 kilos parce que je prends pas mal de poids pendant mes grossesses. On m'a dit, si vous voulez un espoir, il faut que le bébé ne dépasse pas les 3 kilos.
il faut absolument se mettre au régime tout de suite, tout ça. Et en fait, je suis partie de là en pleurs. Vraiment, je me sentais super mal. J'étais tellement mal. Je me suis dit, mais en gros, enfin, c'est pas possible. C'est comme s'il m'attendait au tournant, quoi. En fait, je voulais pas vivre une grossesse comme ça. Voilà. Et donc, j'ai eu une espèce de révélation. Voilà, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, en fait, je vais enfanter toute seule. Je veux personne avec moi, ni mari, ni personne. Alors, je connaissais pas les doulas. J'aurais peut-être fait différemment. Mais je me suis dit, à partir de maintenant, il n'y a plus de suivi médical, il n'y a plus rien, parce que depuis le début de cette grossesse, je sens tout. Je sens tout, je sais, mon corps sait. Donc, il y a. En fait, c'est pas possible que je fasse des bébés et que je tombe enceinte en plus aussi facilement, que j'ai aucun problème, qu'on soit compatible, mon mari et moi, machin, tout ça, pour que je fasse un bébé et que je sois destinée à mourir ou que mon bébé soit destiné à mourir. À un moment, je me disais, c'est pas possible. Donc, j'ai eu une espèce de révélation comme ça. Et à partir de là, ben, c'était assez tôt dans la grossesse, du coup, vers 4 mois. J'ai tout préparé, enfin, tout préparé, c'était surtout de la confiance. Je me suis bercée de croyances positives. Chaque petit signe, chaque chose qu'on peut interpréter de plein de façons, ben, je l'interprétais positivement et je le ressassais, en fait. Ben, voilà, elle a la tête en bas depuis le début de la grossesse, elle n'a pas bougé. Ben oui, c'est parce qu'elle va rester tête en bas et qu'elle a envie de naître et que ça va super bien se passer. J'ai des douleurs ligamentaires, ben oui, j'ai énormément de relaxine parce que mon corps il est super fort et que ça va super bien se passer. J'ai un utérus contractile, ben oui, mon utérus il se muscle, il est super fort, ça va super bien se passer. Enfin, chaque chose que je pouvais avoir dans ma grossesse, je me disais, ben oui, c'est parce que ça va très bien se passer. Et j'y croyais, quand je dis une confiance absolue, c'est que c'était presque enfantin quelque part. J'étais vraiment dans un truc, je me suis pas préparée à ce que c'était la naissance. J'ai pas fait de préparation. En fait, je me suis dit, je sais, je sens et ça suffit. Et ça peut suffire pour certaines femmes, mais du coup, là où j'étais à ce moment-là de ma vie, tout ça, ça suffisait pas, en fait. Ouais, j'avais aucune peur, mais presque, tu vois, j'étais dans une confiance absolue, absolument parfaite et en harmonie totale avec ma fille. Donc voilà. Et donc le jour de sa naissance, dans la nuit, j'ai eu mes premières contractions et j'avais pas préparé qu'est-ce qu'on faisait de notre fille aînée qui avait moins de 3 ans à ce moment-là. Je savais que j'enfanterais en silence, je me connais, donc j'étais sûre que je réveillerais personne, mais en fait, j'ai même pas mis mon mari dans la boucle. Et puis à ce moment-là, lui, il était plutôt passif, en mode je te suis, voilà, fait. Mais il s'est pas mis dedans non plus. C'était vraiment mon accouchement et du coup, j'étais quand même seule à porter tout ça. Et donc, du coup, je me suis mis dans la petite pièce que j'avais prévue j'avais les contractions, j'étais vraiment dans un accueil total, une harmonie. Enfin, c'était vraiment génial. J'étais dans le noir toute seule, j'étais super bien. Et puis, en fait, mon mari s'est réveillé. Et du coup, il a vu que j'étais réveillée, tout ça. J'ai dit, bah, bébé arrive, tout ça. Donc, lui, il était surexcité. Et du coup, il m'a proposé de rester avec moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a un peu basculé parce que à partir du moment où il est resté avec moi et qu'il m'a appuyé dans le dos pendant les contractions, elles devenaient difficilement supportables parce que je savais qu'il était là. Alors qu'avant ça se passait super bien. Et du coup, de là, bon, j'étais toujours, je mettais vraiment un point d'honneur à être absolument détendue de chaque partie de mon corps, voilà, tout jusqu'au bout des doigts. J'étais vraiment dans, voilà, mon corps accueilli, il n'y avait pas de souci, mais psychologiquement, je me disais, je commençais à penser. Alors que jusque-là, je ne pensais pas. Je commençais à me dire combien de temps ça fait, machin, et puis là, ma fille s'est réveillée. C'était 5 heures du matin. Elle s'est réveillée en hurlant. Donc les contractions ont commencé à 3 heures. Là, c'était 5 heures. Elle s'est mise à hurler. Elle était en crise. Elle voulait le petit déj, je sais pas quoi. Elle était complètement déréglée parce que c'était beaucoup trop tôt. Et du coup, j'ai senti que, en gros, mon mari est parti pour aller la voir. Et là, je me suis sentie absolument abandonnée. Alors qu'avant ça, j'avais pas besoin de lui. Mais du fait qu'il avait été là, tout ça, là, j'ai senti que c'était trop difficile. Et en fait, j'étais dans la phase de désespérance et je le savais, puisque mon cerveau s'était activé. Donc, je savais, je le vivais, je le savais. Je disais, je sais que là, c'est que c'est bientôt le bout. Je le sais, mais en fait, j'arrivais pas à passer au-dessus. Du coup, je lui dis, je veux la péridurale, en vrai, c'est pas possible, c'est trop, j'en ai marre, tout ça. Et lui, ben, il appelle les pompiers parce qu'il n'était pas dans la boucle.
Et du coup, et en fait, les pompiers sont arrivés. Et puis là, la poche des os a éclaté. Je poussais, ma fille est arrivée, je sentais qu'elle était là. Et du coup, j'ai dit non, mais je veux rester chez moi, tout ça. Et ils m'ont dit, bah non, on peut pas, on n'a pas le droit. Maintenant qu'on est là, on est obligé de vous emmener à l'hôpital, tout ça. Et donc, du coup, ils m'ont transportée tant bien que mal. Je sais même pas comment ils m'ont transportée. J'étais en transe comme j'ai jamais vécu, en transe totale, les yeux fermés, en fait, pendant, je sais pas, au moins 1 heure entre le moment où je désespérais et la naissance. Elle est née à 6 heures. Du coup, j'étais complètement en transe. Je suis arrivée à l'hôpital. Je me rappellerai toujours parce qu'en fait, j'étais pas inscrite à la maternité, du coup. Et la sage-femme, elle a regardé entre mes jambes et elle a dit oh putain, elle accouche. Et je me rappellerai toujours, c'était genre une mauvaise nouvelle. Et elle a appelé 2 sages-femmes. Elles étaient 3. J'ai pas compris pourquoi c'était aussi urgent. Moi, j'étais là en mode justement, tout va bien quoi. Ma fille est là, ça se passe bien. Et elles sont arrivées en mode voilà, catastrophe, tout ça. Et je poussais, et puis elles n'arrêtaient pas de me parler. Moi, je ne parlais pas, j'ai pas dit un mot, il faut savoir quand même, j'ai rien dit pendant je ne sais pas combien de temps. Et elle me disait c'est très bien ce que vous faites, gna, gna, gna. Et j'avais envie d'en dire arrêtez de parler. Je n'ai pas de péridurale, je sais ce que je fais, enfin, il n'y a pas de souci, je sens oui, vous poussez bien, c'est super. Et genre, dire taisez-vous. Et donc, voilà, je poussais. Et là, alors, analyse a posteriori, grâce à ma doula, tout ça, en fait, ma fille se présentait en regardant les étoiles. Et c'était un gros bébé de 4,8 kg. Et apparemment, enfin, j'ai appris, voilà, bref, que du coup, ça se voit, en fait, un peu le gabarit du bébé quand même, au niveau de comment ça bombe, au niveau de l'anus, de la vulve et tout. Et donc, du coup, elles l'ont vu, ça. Et donc là, elles ont commencé à paniquer. Parce que moi, j'ai pas compris. J'ai senti d'un coup, parce que ça se sent, en fait, tout simplement, hein. T'es très perméable à tout ça. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais moi, je savais que j'allais bien. Et j'étais dans une forme d'extra-lucidité où j'entendais le monito, je sentais tout. Enfin, j'étais omnipotente. Moi, je savais que tout allait bien. Pourtant, je sentais un stress et je comprenais pas. Et elles sont venues, donc à 2, elles m'ont dit écoutez, madame, là, on va vous faire une épisiotomie, vous n'avez pas le choix, tout ça. Et j'étais donc à l'hôpital, du coup, on a l'heure. Hein, en tout, j'y suis restée un quart d'heure. Ça a pris un quart d'heure entre l'arrivée et l'expulsion, donc c'est pas très long. Et en tout, 3 heures entre la première contraction et la naissance, donc c'est pas un accouchement qui est très long. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ils m'ont parlé d'épisiotomie. Je poussais depuis 1 minute qu'ils me disaient épisiotomie. Et puis, du coup, j'ai dit, là, du coup, c'est la première fois que j'ai parlé. Je me rappellerai toujours, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu combien il y avait de personnes et tout. Et j'ai dit, si, j'ai le choix. Il y a la loi Kouchner. J'ai le choix, en fait. Je veux pas d'épisiotomie. Je leur ai dit ça. Et là, ça a tout changé. Là, vraiment, l'ambiance dans la salle, ça a été très, très différent. Elles se sont regardées toutes et elles ont commencé à me mentir. Elles m'ont dit, là, le cœur de votre bébé ralentit, madame. C'est pas possible. Et moi, j'étais là, non, j'entends. Il ralentit pas. Je le sais. Et puis, après, j'ai vu le monito, il ralentissait pas. Tout allait bien. Donc, j'ai dit, non. Après, elles m'ont dit, oui, mais là, ça va déchirer, vous êtes en train de déchirer, tout ça. Et j'ai dit, c'est pas grave, je veux déchirer, il n'y a pas de souci. Que je déchire, machin. Et elles se regardaient, et puis j'ai senti, en fait, et je suis sûre, je suis sûre, en dehors de ma compréhension intellectuelle des choses, je pense qu'on est dans un état hormonal qui fait qu'on a des capacités extrasensorielles. Et j'ai entendu césarienne, mais vraiment, je l'ai entendu. Elles se sont regardées, elles ont dit, on va appeler la chef de service. Et j'ai compris, vraiment, j'ai compris. Et du coup, je leur ai dit, faites l'épisiotomie. Et parce que voilà, c'était trop important pour moi d'accoucher par voie basse. Donc ça a été horrible parce que du coup, elles m'ont fait mal, forcément. Et puis j'ai dit, aïe, ça fait mal. Et elle m'a dit, la fille, elle m'a dit, ah ben oui, hein, ma grande. Elle m'a dit, ma grande. Genre, c'est tellement infantilisant parce que j'avais 25 ans à ce moment-là. Et je sais pas, ça devait se voir que j'étais jeune, tout ça. Elle m'a dit, bah oui, ma grande, sans péridurale, il n'y a pas d'anesthésie. Elle m'a dit ça comme ça. Elle m'a fait l'épisiotomie. Donc ma fille est née voilà, tout de suite. Elle a pleuré. J'ai dit, je voudrais attendre pour clamper le cordon. Ah oui, pendant que j'étais en train de pousser et que je parlais pas, avant même qu'on parle de ça, elles sont venues mettre un cathéter. Et du coup, après coup, j'ai dit, en gros, qu'est-ce que vous faites parce qu'elle est venue pour injecter l'ocytocine de synthèse, et je le savais. Et du coup, sans me le dire, en fait. Et du coup, j'ai dit, vous faites quoi?
Elle m'a dit, ben, si vous connaissez la loi Kouchner, vous connaissez la délivrance dirigée du placenta, j'imagine. Et puis j'étais là, genre, bah ouais, je connais, mais je veux juste que tu me préviennes, en fait, de ce que tu es en train de me faire, parce qu'en fait, on fait pas ça, c'est tout. Donc voilà, bon, bref, elle m'a dit non pour le clampage tardif. Elle a dit oui, non, mais c'est bon, c'est tardif. Elle a attendu, je sais pas, 30 secondes, elle a coupé le cordon. Bon, voilà, je me suis retrouvée là avec ma fille. J'étais quand même assez contente d'avoir accouché par voie basse, parce que je savais que je voulais 3 ou 4 enfants, donc je me disais, bon, voilà, elle est née par voie basse, on me dira plus que... Ah oui, et puis elle est sortie, ma fille, et elles m'ont dit d'un ton très violent, elles m'ont dit, oh là là, mais elle fait au moins 4,5 kg, mais en mode genre, mais vous vous rendez compte, vous êtes... je sais pas comment, il y avait du mépris, quoi. Et j'ai dit, ah bon, 4,5 kg, tout ça. Et donc, elle faisait 4,8 kg, du coup. Après, voilà, c'était un beau bébé. Et donc, après, j'ai vécu un séjour à l'hôpital absolument traumatisant. J'ai cru que j'allais mourir de... tellement je pleurais toute la journée et j'arrivais pas à dormir. En plus, j'étais toute seule. Mon mari, il était avec ma fille, c'était le Covid, enfin, il y avait encore les règles, nanana. Et puis, ils m'ont fait la misère, en fait. J'ai eu un œdème à cause de l'épisiotomie. C'était vraiment super dur, j'arrivais pas à m'asseoir. Ma fille, elle pleurait beaucoup. Après coup, on a vu, elle avait des tensions crâniennes, elle avait frein de lèvres, de langue et de joues. Enfin, elle était assez pleine de tensions. Elle pleurait beaucoup, j'arrivais pas à m'en occuper parce que j'étais épuisée, j'avais mal, tout ça. Et en fait, elle me mettait mes plateaux repas super loin. Et après, elle revenait, ah ben vous avez pas mangé? Et je disais, ben non, c'était trop loin, genre j'arrive pas à me lever. Elle disait, ah ok. Et elle partait avec le plateau repas. Vraiment, c'était mais inhumain. Je demandais des médicaments. Moi qui ne prends jamais de médicaments, je disais, est-ce que je peux avoir un truc? Genre, j'ai trop mal. Elle disait, oui, oui, on vous l'apporte. Et elle me l'apportait pas. Elle me l'apportait jamais. Pareil pour les poches de froid à mettre sur le périnée. Oui, oui, on vous fait ça. Et elle le faisait pas, tout ça. Et puis, en gros, à J2, je voulais rentrer chez moi. Il y a un pédiatre qui est venu et il a dit, bah non, vous rentrez pas, madame. Ah oui, parce que ma fille, du coup, elle a eu des prises de sang toutes les 3 heures. On venait me réveiller la nuit, nanana, parce que gros bébé, tout ça. Et ils m'ont dit, vous rentrez pas. Et j'ai dit, bah pourquoi? C'est bon, J2, voix basse, tout va bien, je veux rentrer chez moi. Il a dit, si vous rentrez, c'est une fugue, j'appelle le procureur de la République, je sais pas quoi. Et du coup, je disais, mais vraiment, je comprends pas, j'étais anéantie. Et il a regardé l'auxiliaire de périculture. Et il lui a dit, donc là, il y avait mon mari, pour le coup, vraiment, qui me confirme. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme test à la petite? Elle lui a dit, oh, ben, on n'a pas fait le calcium. Il a dit, bon, ben voilà, vous pouvez pas partir parce qu'on n'a pas fait le calcium, il faut encore faire une prise de sang, faut attendre. Et ils m'ont dit, si vous voulez, vous partez, mais vous laissez votre bébé. Voilà, vous pouvez signer une décharge, mais votre bébé il reste. Donc, j'ai appelé ma sage-femme qui s'est pas du tout mouillée pour moi. Je l'ai très mal vécu. Je lui dis, mais est-ce qu'ils ont le droit de me faire ça et tout? Est-ce qu'ils ont le droit? Et elle me disait, oh, bah écoutez, je sais pas. Puis elle faisait rien, donc je me sentais. Et puis au bout de J3, à J3, du coup, la sage-femme est venue. Elle m'a dit, écoutez, on va vous faire voir un cardiologue. Vous êtes à 140 au repos là de pouls. Depuis, ça fait 3 jours, vous êtes à 140 et c'est inquiétant, tout ça. Et je lui disais, mais je veux partir, je veux rentrer, je vais mourir et tout. Je disais ça, c'était affreux. Ah oui, ils m'ont fait venir le psy et la PMI, bien sûr. Donc tous les jours, le psy, vous êtes pour un retour au naturel, vous êtes anti-médecine, c'est ça, gna. Et je disais, mais il n'y a personne qui peut entendre juste que je voulais pas de césarienne. Genre, vraiment juste ça. C'est pas plus farfelu que ça, quoi. Et donc après, donc le dernier jour, la sage-femme, elle nous a dit oui, vous pourrez partir cet après-midi. Donc J4 quand même, c'est long quoi. Et en fait, je lui ai dit je comprends pas pourquoi vous faites ça, tout ça. Et elle m'a dit mais si vous comprenez, nous on veut juste que vous recommenciez pas. Vous avez pris des risques et on veut pas que vous recommenciez. Et du coup, j'ai dit, vous vous rendez pas compte que là, je mettrai plus jamais un pied dans une maternité. En fait, c'est ça que vous êtes en train de créer. Je le ferai plus. C'est voilà. Et puis voilà, et en fait, elle m'a dit, bon, voilà, la pédiatre viendra vous voir, je sais pas à quelle heure, genre à 11h. À 11h, personne, à midi, personne, à 13h, personne. Après, ils me disent, oui, mais il est en train de réanimer un bébé, il viendra plus tard, gna, gna, gna. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari, vraiment, ben, je prends le risque, je sais pas, qu'on m'enlève mon enfant. Je me sentais vraiment tellement mal que j'avais pas de lien avec ma fille, c'est triste, mais à ce moment-là, à J4, j'étais en mode, bah, au pire, je la laisse, c'est bon, je la laisse et je pars parce que moi, je peux pas survivre ici. Et du coup, je lui dis, on s'en va. Et là, quand elle a vu qu'on s'en allait, la sage-femme m'a dit, mais non, mais vous pouvez pas partir, le carnet de santé, gna, gna, gna. On a dit, mais si, on part. Et là, bah, le pédiatre était là dans les 5 minutes. Il avait fini, comme par hasard, de réanimer le bébé. Et bon, voilà, on a pu rentrer chez nous. Je suis rentrée, ben, autant te dire, ben, meurtrie comme pas possible, vraiment.
Pour ma fille aînée, ça a été très dur et on a mis au moins, je dirais, 1 an et demi à s'en remettre. Parce qu'en fait, elle a quitté une mère tout enthousiaste, elle a retrouvé une mère meurtrie. Enfin, ça m'a traumatisée. Je suis restée mais mal pendant de nombreux mois à être mal à cause de ça. Et puis derrière, bon voilà, j'ai dû être suivie par la PMI. Ils m'ont forcé à faire des examens pour ma fille. Elle a eu une anesthésie générale pour rien. On m'a menti, on m'a menacé de signalement. Enfin vraiment, ça c'était à 6 mois de vie. Il y avait encore ça jusqu'au moment où, voire à 7 mois, j'ai dit bon, j'arrête avec la PMI. J'ai trouvé un médecin traitant, je pars et ils m'ont laissé. Voilà, il y avait pas de personne m'a rappelé, mais bon, enfin, ça a été un enfer sur ça. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier cette naissance et je me disais ils me l'ont sorti. Alors que non, c'était qu'une épisiotomie, dans le sens où si elle n'y avait pas eu l'épisio, ben, elle serait sortie en déchirant, éventuellement, ou pas. Voilà, ou pas, clairement. Mais du coup, je me disais, j'ai rien fait, quoi. Au final, c'est pas moi qui l'ai fait, tout ça. Enfin, c'était terrible. Donc là, j'ai rencontré ma doula. J'ai pu être accompagnée elle avait 2 semaines, ma fille, quand je l'ai vue. Donc, on a fait un travail là-dessus. Ça a été mieux, mais ça m'a vraiment pour le coup, autant la césarienne je l'avais bien vécu, autant là ça a été très dur. J'avais envie de pleurer quand je passais devant l'hôpital parce que j'y passe souvent, c'est à 5 minutes de chez moi. À chaque fois pendant des mois, c'était terrible. Vraiment j'avais peur tout le temps. Ah oui, j'avais aussi parce que ma mère a grandi en foyer, tout ça, et donc du coup elle a été retirée à ses parents pour des bonnes raisons, mais du coup j'avais peur tout le temps, toutes les nuits, mais pendant au moins, je sais pas, 9 mois, quelque chose comme ça. J'avais peur qu'on me prenne mes enfants, que quelqu'un toque et me dise on vous prend vos enfants, mais j'étais vraiment, bref, super mal. Donc voilà, ensuite c'est passé. Voilà, le temps a fait son effet, puis surtout, moi je me sentais vraiment faible qu'on ait pu me faire ça, alors que je connaissais mes droits, et en fait, ben, tu connais tes droits, oui, ok, mais voilà, hein, s'ils veulent te charcuter, ils te charcutent. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es dans un truc de vulnérabilité, et voilà. Et en fait, ce qui m'a aidé après, j'ai une amie qui a malheureusement vécu, en fait, elle a, par sa faute, entre guillemets, en gros, elle a voulu enfanter chez elle, sans sage-femme, elle n'avait pas fait de suivi, tout ça, et elle a laissé traîner, ça a duré vraiment plus de 24 heures. Et puis, enfin, en gros, son bébé a eu des séquelles. Bon, aujourd'hui, ça va bien, donc voilà. Mais en gros, elle a fini par aller à l'hôpital, et en fait, son bébé, il était en grande détresse. Il a été hélicoporté jusqu'à un hôpital. Voilà, bref, il a été en néonat pendant longtemps. Et en gros, je mets vraiment des gros guillemets, mais de sa faute, dans le sens où il y avait des signes qu'elle n'a pas écoutés, etc. Et où elle n'était pas accompagnée, tout ça. Et il n'y a personne qui lui en a voulu, en fait. Dans les professionnels, elle s'en voulait. Elle disait, mais bah, c'est ma faute. Et tout le monde lui disait, mais on ne peut pas le prévoir, ça, c'est pas de votre faute. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, bah, vous avez fait comme vous avez pu, tout ça. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, ok, parce que j'ai regretté, moi, d'avoir fait ça. Je me suis dit, ben, résultat, je me suis fait maltraiter. Et j'ai compris qu'en fait, non. Euh, Moi, ma fille, elle allait bien, tout allait bien, aucune séquelle de rien, on allait bien, et pourtant on m'a maltraitée. Alors qu'il y a des cas où il y a pourtant des séquelles sur le bébé, et on peut être doux quand même avec les gens, en fait. C'était pas une excuse, parce que ce qui était très dur, je me sentais vraiment invisibilisée, parce que dès que j'en parlais à quelqu'un, tout le temps, mais tout le monde quasiment, même ma meilleure amie, on me disait, ben, en même temps, ils ont eu peur, il faut les comprendre. Et j'avais fini par me dire, ok, parce que moi, je veux bien comprendre le côté, oh là là, elle accouche, mince, on sort des protocoles, elle n'est pas inscrite, nanana, bon, pourquoi pas. Mais une fois que le bébé est né, éventuellement, bon, on perd son sang-froid, on manque de professionnalisme, et on impose une épisiotomie parce qu'on est lobotomisé par les protocoles, pourquoi pas. Mais une fois que le bébé est né, que tout va bien, en fait, c'était complètement injuste. Et d'avoir entendu cette histoire, et d'avoir entendu qu'on pouvait, en fait, réagir autrement, même quand il y a des choses graves qui se passent, ça a apaisé un truc en moi, cette histoire, et je me suis dit, ouais, non, c'était pas juste. En fait, il n'y avait pas de ils ont eu peur. Mais ils pouvaient avoir peur et être gentils avec moi. Et voilà, il n'y avait pas besoin d'être comme ça, d'être aussi cruel, quoi, avec moi. Enfin, voilà. Donc, ça m'a fait du bien. Et un autre truc, c'est que je me sentais vraiment faible. Je me disais, j'ai pas été forte. Ils ont fait de moi ce qu'ils avaient envie. J'ai pas été forte. Et il y a un truc qui m'a vraiment aidée, où je me suis dit, en fait, ils ont voulu me mettre en cage quelque part, parce que je suis arrivée avec ma loi Kouchner, mon machin, pas parce que j'étais faible, mais au contraire, parce que j'étais super forte et que ça leur a fait peur de se dire, oh là là,
La meuf, elle arrive, elle se fait confiance jusqu'au bout, elle est là, elle a même pas fait de, on n'a pas eu notre mot à dire, la naissance s'est déroulée toute seule, nous on sert à rien, et c'est ça qui a fait qu'ils ont voulu absolument me cadrer, parce que c'est ça qui leur a fait peur. Et du coup, je me disais, voilà, on met pas un lion en cage parce qu'il est faible, on le met parce qu'il fait peur, alors que, je sais pas, un pigeon, on peut le laisser gambader, on n'a pas peur de lui, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup apaisé aussi de voir les choses comme ça et de me dire, non, j'ai pas été faible, au contraire. Et au final, voilà, tout ça, ça a fait que, voilà, un an après, ça allait bien. Je me sentais même fière de moi. J'avais même ce truc, voilà, de me dire, ouais, mon corps l'a fait. Puis un gros bébé, puis avec l'utérus cicatriciel et machin. Je me suis fait confiance. Enfin voilà, j'étais assez fière de moi. Donc ça, c'était chouette et c'est un élément très important quand même dans mon histoire. Mais après, je me suis dit, enfin, voilà, je me suis dit si j'ai d'autres enfants, je peux accoucher par voie basse. Parce que c'est vrai que pour donc elle s'appelle Nora, j'étais dans une confiance absolue, vraiment, mais j'avais peur d'absolument rien quoi. C'était vraiment rien me faisait peur. Mais du coup, il y avait un petit truc dans ma tête qui n'avait pas peur parce que je habite à côté de l'hôpital, donc ça me faisait pas peur, mais qui se disait bon, peut-être que en gros, je m'étais renseignée, je m'étais dit au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'engage pas dans le bassin, mon bébé, voilà, c'est tout. Si jamais vraiment ça existait un bassin chirurgical qui s'ouvre pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va traîner, mon bébé il va pas s'engager, voilà, c'est tout. Et du coup, voilà, j'avais quand même ce truc de me dire bon, peut-être que, pourquoi pas? Il y a un monde où je ne peux pas enfanter par voie basse. Bon, bah voilà, ça, au moins je l'aurais fait dans les meilleures conditions, j'aurais essayé. Et du coup, bah là, elle était née, donc je me suis dit non, mais en plus en 3 heures, sans aucun problème. Et puis, je vais pas dire sans douleur, mais je comprends les femmes qui parlent de sans douleur, du coup, parce qu'en fait, je vois très bien la nuance. Enfin, c'était vraiment, j'en ai pas du tout souffert. C'était assez facile, en fait, pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, le prochain, c'est sûr que ça sera à la maison. Puis je connaissais ma doula, donc je me suis dit par contre le prochain c'est avec une doula. Ne serait-ce que pour gérer la logistique, en fait c'était uniquement pour ça même, j'ai envie de dire. S'il y a un enfant, je sais pas, il y a un imprévu, ou je sais pas, j'ai besoin de vomir, il me faut un seau et en même temps il faut m'appuyer dans le dos, ben voilà, qui est mon mari et une doula, ça me paraissait important parce que voilà, on était quand même seuls pour la naissance de notre deuxième et on pouvait pas gérer bah, une petite de même pas 3 ans et un enfantement en même temps, enfin, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour nous. Donc, du coup, voilà, pour la naissance de Nora. Et donc, on arrive, du coup, à, encore une fois, un besoin viscéral d'un bébé, 2 ans plus tard encore, où vraiment se dire... Et ça a mis du temps à venir, enfin, du temps. C'est venu vraiment... j'avais pas mon retour de couche, donc je pense que c'est lié, parce que je suis très sensible à mes cycles. Et donc, tant que j'avais pas le retour de couche, je sais pas, j'avais envie intellectuellement, mais mon corps me disait que c'était pas le moment. Et je suis très connectée à ça. Et en fait, à un moment, donc je sentais mes cycles chaque mois qui essayaient de se remettre en route, des tentatives d'ovulation, mais qui n'allaient pas au bout, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, ouais, là, je suis prête. Là, je suis prête. Donc, je vais essayer de passer une journée sur ma fille pour qu'elle ne tète pas pendant 6 heures, quelque chose comme ça. Parce qu'elle était bah, tout le temps, voilà, nuit et jour. Voilà. Et du coup, il y avait une sortie scolaire pour ma grande. Donc, je me suis dit, ben, je vais y aller. On va laisser Nora et on verra si ça suffit. Et en fait, ça a suffi. J'ai ovulé quelques jours après. Je suis tombée enceinte, du coup, à la première ovulation. Et voilà, c'était le début, du coup, de l'aventure qui mène à la naissance d'Émile. Ça a été très chaotique comme grossesse. Alors, vraiment, pas du tout comme les 2 autres. Déjà, à peine je suis tombée enceinte, j'ai eu une peur que j'ai déjà vue. Ça m'a fait du bien d'entendre des femmes témoigner de ça. Parce que je me suis dit, ok, je suis pas, enfin voilà, y en a d'autres qui passent par là. Je me suis dit, j'ai déjà eu de la chance 2 fois. Pourquoi j'aurais une troisième fois de la chance? Et en fait, moi qui étais toujours positive, c'est la première fois où je me suis dit, je vais peut-être faire une fausse couche parce que ben, j'ai la chance de ne jamais avoir vécu ça. Et on dit une femme sur 3, machin. Et du coup, je me dis, bon, ben, c'est mon troisième enfant. Ça va me tomber dessus. Et puis quand j'ai passé le premier trimestre, je me disais, ben alors ça va être un handicap ou ça va être, bon, ben non, il n'y a pas de handicap à l'échographie. Ok, ben ça va être quoi? C'est où que ça va merder en fait? Vraiment, je me disais, bon, ben, ça va être la naissance, quoi. Ça va être la naissance, il va y avoir quelque chose à un moment parce que je ne peux pas avoir 3 enfants en parfaite santé. Enfin, j'avais vraiment ce truc-là qui me quittait pas, en fait, qui m'a pas quitté. Ça a été atténué enfin, à la fin, c'était très atténué, mais j'avais une petite part de moi qui se demandait
où est-ce que ça allait foirer. Et bon, voilà, donc il y a eu ça. Et puis, en fait, cette grossesse m'a beaucoup perturbée pour le mieux. Il y a des effets vraiment incroyables aujourd'hui dans ma vie, mais moi qui étais dans l'hyper-contrôle, parce que j'ai eu des parents négligents, en fait, et du coup, j'ai été hypochondriaque et je suis hypersensible. Voilà, tous mes sens sont décuplés et je me fie énormément à mes sens tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de absolument tout contrôler, savoir ce qui se passe dans mon corps pour me sentir en sécurité. Et en fait, avec Émile, eh ben, mes sensations m'ont trompée beaucoup de fois, en fait, pendant la grossesse. J'ai senti que j'étais enceinte tout de suite, comme d'habitude, les 3 fois. Sauf que 3 jours après, je ne le sentais plus. Et ça m'était jamais arrivé. Et je me dis, mince, ok, ben, fausse couche, il s'est pas implanté. Et du coup, ben, j'ai fait un test de grossesse qui était négatif. Donc, je me suis dit, ok, je ne suis pas enceinte. Puis celui d'après, il était positif. Et je me rappelle, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, ben non, non, il ne peut pas être positif parce que je ne sens pas. Je sens pas que je suis enceinte, donc je ne suis pas enceinte. Et j'étais toujours dans les sensations. Et puis en fait, j'ai fait une prise de sang qui était positive, puis une autre, puis une autre, une autre, une autre. Et je crois que j'en ai fait 4 pour voir si les bêta-HCG montaient. Je disais, bon, bah, il faut se rendre à l'évidence, je suis enceinte. Mais pareil, j'avais pas de nausées, j'avais pas de. Il y avait trop de trucs qui étaient différents. Enfin, je contractais pas mon utérus. J'ai eu mes premières contractions au 3e trimestre. Alors que d'habitude, dès le 1er trimestre, j'ai des contractions. Et je me disais, bon, bah, c'est parce que mon utérus est fatigué. Là, ça va merder. Il est fatigué, il n'arrive plus à contracter. C'est pas normal. J'avais pas de colostrum jusqu'au dernier trimestre. Et je me disais, bah, c'est pas normal. D'habitude, j'ai du colostrum tout de suite. Euh, J'avais des nouvelles douleurs que je connaissais pas. J'ai eu des douleurs un petit peu de veine. Donc j'ai cru que j'avais une phlébite et tout, mais pas du tout. Enfin, j'étais beaucoup trompée par, enfin trompée. Non, en fait non. Mais disons que j'étais beaucoup moins dans la maîtrise de ce qui m'arrivait. Et il y a eu des choses beaucoup plus fortes que moi qui sont arrivées. On a eu une grosse crise de couple avec mon mari. On a failli se séparer. C'était assez grave parce que il y a tout qui m'a pété en fait. D'un coup, c'est comme si mon bébé me disait je veux pas naître là en fait. Il faut absolument que tu changes. Ces petits trucs qui sont peut-être des petits trucs, tu peux tenir encore comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais en fait non, non, ça va changer. Que ce soit dans ma façon d'élever mes enfants, dans ma façon de me positionner dans mon couple, au sein de ma famille. Enfin, il y a tout qui a sauté. On a revisité absolument tous les aspects de ma vie. Je passais vraiment énormément de temps à pleurer pendant cette grossesse, il y a tout qui a pété, mais tout, enfin tout, vraiment tout. Et en fait, tout s'est reconstruit. Et on avait le stress en fait de cette deadline je disais, à 37 semaines d'aménorrhée, ça doit aller bien. C'est pas possible sinon. Si ça va pas bien à 37 semaines, c'est pas possible. Et je me disais, ben, avec mon mari, je mettais une pression parce que je lui disais, si tu veux être là à la naissance, c'était pas une menace, vraiment, je le sentais comme ça, il faut que ça se passe bien. Je peux pas, c'est pas possible en fait, sinon. Et je me rappelle, à 37 semaines, on avait un rendez-vous avec notre doula et ça n'allait toujours pas. C'était très difficile, il me mettait beaucoup de pression bon, pour plein de trucs par rapport à la crise qu'on a eue, mais il n'arrivait pas à passer à autre chose et à se concentrer sur la grossesse. On ne s'est pas concentré d'ailleurs sur la grossesse, j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai pas parlé une seule fois à mon bébé dans le ventre. Je lui parlais par la pensée, mais j'arrivais pas à lui parler, enfin, c'était le chantier partout. Et à 37 semaines, je disais à ma doula, en fait, je ne peux pas, il va pas être là. Et donc elle l'a regardé, elle lui a dit, écoute Seb, c'est pas un caprice qu'elle te fait ou je sais pas quoi, en fait là c'est un besoin qu'il faut que tu entendes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu arrives à mettre ça de côté ben voilà, pour ce dernier mois et qu'elle fasse le plein d'ocytocine et tout, ou est-ce que tu préfères te retirer de cette expérience et voilà, mais en gros, il faut que tu choisisses là. Là, il faut se positionner et on peut pas rester avec ça comme ça. Et du coup, il a choisi de se plonger dans la grossesse. Donc, le dernier mois, ça a été génial. Et tout s'est imbriqué, enfin, je sais pas comment dire, tout s'est reconstruit juste sur un mois. Donc, ça a été vraiment très, très riche en émotions. Voilà, toute la grossesse. C'était vraiment, voilà. Et puis, du coup, j'étais tellement fatiguée quand, allez, à 38 semaines, voilà, j'avais compris que c'est bon, ça allait bien se passer vis-à-vis au moins de Seb. Mais j'étais épuisée. Et là, j'ai commencé à avoir une peur, entre guillemets. Enfin, c'était même pas une peur, mais je me disais, OK, j'ai déconstruit tellement de choses qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. J'ai pas besoin d'enfanter chez moi pour le dire à quelqu'un. En fait, d'ailleurs, j'ai parlé de ce projet à presque personne. Je disais, c'est pour moi. Donc, en fait, si je vais à l'hôpital parce que je me sens mieux à l'hôpital, je m'en fiche. J'irai à l'hôpital. Alors, pas à celui qui m'a traumatisée, bien sûr, mais j'en étais à un stade où j'étais vraiment dans l'accueil de ce qui allait se passer. Et je me disais, je suis tellement fatiguée.
que je vais avoir la flemme. J'arriverai pas à me replonger. Je sais à quel point c'est intense. Je pourrais pas, quoi. Et ça, ce truc-là, ça m'a suivi. J'ai commencé à être en pré-travail 3 semaines avant mon terme. Et je sentais que ça voulait pas. Ça démarrait pas. Et j'avais pas envie. Vraiment, tous les soirs, je me couchais, je me disais, j'espère que c'est pas cette nuit parce que je suis trop fatiguée. Tous les matins, je me levais, je me disais, j'espère que c'est pas aujourd'hui parce que je suis trop fatiguée. Et je me disais, mais quand en fait, il peut arriver quand mon bébé, je suis épuisée, j'avais tellement donné, c'était vraiment, je me sentais plus. Et puis, euh, et puis au final, voilà, on me disait, mais ça arrivera au bon moment, tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ça me stressait un petit peu de qu'est-ce que j'allais faire de mes filles, du coup. J'avais plein d'amis qui se proposaient tout ça, donc j'avais des solutions, mais moi, j'étais pas à l'aise avec l'idée notamment de les réveiller la nuit pour les emmener chez quelqu'un. Ça, vraiment, ça me plaisait pas du tout. Et puis en même temps, le fait qu'elle soit là et qu'elle puisse se réveiller dans la nuit, bah, ça me plaisait pas du tout non plus. La journée, ça me stressait un petit peu moins parce que je me disais, bon, il y a la doula, il y a mon mari, il y a quelqu'un qui peut les emmener au parc. Ou bon, c'était un peu moins, mais ça me stressait quand même. Et j'arrivais pas à me sentir apaisée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère s'est vraiment reconnectée à moi pendant cette grossesse. Quand je te dis tout a bougé, mais vraiment, ça a été incroyable parce que je me suis positionnée, tout ça. Et ma mère qui était on est des femmes, on est fortes et blablabla, et qui m'a toujours quelque part trouvée inférieure. Elle a eu 3 enfants. Elle a 3 enfants. Et du coup, elle me disait, mais c'est fou ma fille, toi, tu as 3 enfants comme moi. Oh là là, 2 filles, un garçon, c'est comme moi, tout ça. Et elle a projeté quelque chose. Et elle nous a mis en fait sur le même pied d'égalité pour la première fois dans sa vie. Et du coup, elle m'a entendue, elle m'a laissé me plaindre. J'avais jamais eu le droit de me plaindre. Et là, elle me disait, c'est dur, je sais, c'est dur et tout, je me rappelle, c'est pas facile, tout ça. Et en fait, je me plaignais quelques jours avant la naissance, 2 jours avant, j'étais chez elle. Ouais, 2 jours avant. Et je lui disais, je stresse en fait pour les filles. Oui, j'ai des solutions, mais elles ne me conviennent pas. Il n'y a rien qui me convient. Ça me stresse. Voilà, je ne suis pas à l'aise. Et du coup, je lui fais une blague. Je ne sais pas, je ne pensais même pas. Et je lui dis, le mieux, ça serait que tu viennes chez moi. Tu t'installes chez moi avant la naissance. Et comme ça, en fait, de nuit comme de jour, les filles, elles sont déjà habituées parce que vous êtes déjà là tous les jours. Donc, ça fait pas, on vous réveille pour aller chez mamie. Ça va, mamie, elle est là à la maison. Je trouve que c'est pas pareil. Et tu les prends de nuit comme de jour et vous partez. Mais au moins, on est dans un truc où c'est une période définie, on attend la naissance, machin. Et là, elle me dit, ben, ok, si tu veux, je viens demain, tout ça. Et je la regarde, je dis, mais attends, mais quoi? Enfin, vraiment, c'est pas possible. T'as compris ce que je t'ai dit? Tu viens. En plus, son mari, il n'était pas encore retraité. Parce qu'elle est avec un nouveau conjoint, c'est pas mon père. Et il dit, bah, écoute, moi, je dois travailler juste à 6 heures du matin, donc, mais c'est pas grave, je ferai l'aller-retour, ils sont à 1 heure de chez moi. Donc, ils disent, pas grave, je partirai à 5 heures du matin, j'irai faire mon travail, je reviendrai, il n'y a pas de souci, on vient chez toi, pas de problème, tout ça. Et donc, ça, c'était le dimanche. Et du coup, elle me dit, bah, à demain, quoi. Elle devait venir donc le lundi. Et en fait, le dimanche, je rentre chez moi, je commence à avoir des contractions. Je sens que c'est toujours le pré-travail. C'était les mêmes, elles n'étaient pas plus intenses. Par contre, elles ne s'arrêtaient pas. C'était toutes les 10 minutes. Et voilà, c'était ça. La nuit, elles ne s'arrêtaient pas, mais c'était tout léger. Enfin, ça faisait pas de. C'est vraiment des contractions de pré-travail, mais je sentais que voilà. Et puis en fait, je me suis réveillée le lundi matin. Moi, je savais qu'il allait arriver dans la journée. Et je l'ai dit à personne. J'ai gardé ça pour moi. J'ai adoré ce moment. Je l'ai dit à personne. Ma mère, elle devait venir à 17h. Je l'ai même pas dit à mon mari ni à ma doula. Je savais, moi, j'étais sûre. Et je voulais garder ce moment où moi, je savais qu'il allait arriver aujourd'hui et personne ne le savait. Et du coup, j'ai vécu ma journée en me disant c'est aujourd'hui, mais voilà. Oh, c'est aujourd'hui, mais personne ne le sait. Dernier petit-déj sans mon bébé, dernier repas du midi, tout ça. Et donc, ma mère est arrivée à 17h. C'était vraiment génial. On a cuisiné ensemble. Ça se passait super bien et on était tous dans l'attente de ce bébé, quoi. Mais c'était super positif. C'était voilà, pas une attente, une attente joyeuse et c'était trop bien. Et puis du coup, on les installe dans leur petite chambre d'amis là. Et donc c'était, je sais pas, à 19h30, on avait déjà mangé. Et là, je commence à ranger le salon, alors que je rangeais plus du tout. Et c'était pas intellectuel. Et je vois que je débarrasse, je passe le balai. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, non, mais si, j'ai besoin de ranger tout ça. Elle dit, bon, ok, Seb va coucher les filles.
Et là, en fait, quand Seb couche les filles, ma mère, elle est dans sa chambre avec son mari, je m'assois sur le canapé et là, j'ai une vraie contraction bien douloureuse et je me dis, c'est dingue, quoi, c'est incroyable, c'est magique. Et du coup, bon, là, je sens que, voilà, je me dis quand même, bon, je vais attendre d'en avoir d'autres avant de prévenir tout le monde quand même. Et puis là, j'étais embêtée parce que Seb était en train de coucher les filles. Donc, je me suis dit, bah mince, si c'est pas, entre guillemets, enfin, si c'est pas le moment, que je l'empêche de coucher les filles et qu'elle parte chez ma mère alors qu'en fait, il arrive pas cette nuit, bah, j'aurais dérangé tout le monde pour rien. Enfin, je sais pas, ça va être compliqué. Et en même temps, ouais, j'étais vraiment dans un truc, mince, il les couche, quoi. Je dois prendre une décision. Soit il arrête de les coucher et elles partent tout de suite. Parce que si elles viennent à peine de s'endormir pour être réveillées dans 10 minutes, c'est pas terrible, quoi. Et du coup, bon, j'arrive pas à prendre de décision. Ma mère, elle me demande un truc à la télé, j'arrive et tout. Et là, je me plie de douleur et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, bah là, j'ai des contractions, je pense que voilà, c'est le moment et tout. Donc, elle était trop contente pour moi. Et puis, je me dis, bon, vous allez partir, désolé, vous allez rentrer chez vous maintenant, voilà. Elle me dit, il n'y a pas de problème, bien sûr, on fait comme tu veux, tout ça, genre, super gentil. Et je vais pour aller le dire à Seb, et en fait, les filles dormaient. Et du coup, il me dit, ben, elles dorment là, je viens de les coucher. Et à ce moment-là, elles étaient dans un truc où elles dormaient toute la nuit, généralement. Et quand elles se réveillaient, c'était pas avant 2-3 heures du matin. Ça arrivait jamais. Et il était 20h20, un truc comme ça. Du coup, j'ai dit, bon, ben, on les garde. Elles vont pas se réveiller, c'est sûr. Et moi, je fais pas de bruit, j'en suis sûre. Donc, il n'y a pas de. On les garde avec nous. Et donc, du coup, bah, ma mère s'en va, rentre chez elle. On prévient notre doula. Et là, en fait, bah, ce que je redoutais arriva, c'est-à-dire que les contractions, je les ai trouvées hyper fortes et j'avais comme la flemme. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais aller à l'hôpital, c'est obligé, quoi. Vraiment, je vais prendre la péridurale maintenant. Je. Voilà, bon, bah, c'est bien, j'ai essayé 5 minutes, j'ai plus envie. J'étais vraiment dans un truc, voilà, ça suffit. Parce qu'en fait, les contractions étaient extrêmement douloureuses. Et comme exactement la même intensité que celle sur la fin de la naissance de Nora. Donc je me suis dit, il y a deux solutions. Soit, en fait, c'est parce que je suis à la fin du travail et ça vient de commencer, mais c'est déjà bien avancé. Soit mon utérus est super fatigué et je suis plus vraiment capable et gna parce que c'est mon troisième et blablabla. Donc j'avais ce truc de dire, bah mince, je comprends pas. Et du coup, ma doula, elle l'a senti parce qu'elle savait que c'était ce que je redoutais, c'était de ne pas réussir à me plonger dedans parce que c'est trop intense. Et du coup, ben, elle a été plutôt, comment dire, elle a été très habile dans son truc parce qu'elle nous a dit, en gros, ah, mais ta mère vient à peine de partir, elles sont espacées tes contractions. Et donc, elles étaient genre toutes les 8 minutes, donc oui. Et du coup, elle m'a dit, bah, je vais vous laisser vous mettre dans votre bulle quand même, moi, je viendrai plus tard, tout ça. Et du coup, on a raccroché et j'ai dit à Seb, mais je peux pas. Attends, elle est à 45 minutes de route. Je dis, mais comment ça, enfin, je comprends pas pourquoi elle dit ça, tout ça. Et du coup, j'ai compris après, parce que du coup, de me dire, bah, elle vient pas tout de suite, bah, j'avais pas le choix. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, allez, go, de toute façon, personne viendra me sauver, quoi. Et puis, de toute façon, ma mère est partie, on n'a personne pour garder les filles, voilà. Et puis, c'était tellement intense que de toute façon, je me suis dit, bah, je peux pas aller dans une voiture. En vrai, c'est impossible. Donc, j'y suis allée quand même, pas dans un truc comme j'ai pu vivre pour Nora, d'un accueil vraiment enfin totale, mais plus une forme de résignation. Les quelques premières minutes, on va dire, mince, on avait regardé les heures, les 30 premières minutes, c'était quand même, je subis et je suis en mode, bon, je reste détendue, aucune crispation, mon corps accueille le truc, mais moi, franchement, j'ai pas trop envie d'être là, quoi. Donc au départ, c'était ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les contractions n'augmentaient pas du tout en intensité, que c'était toujours les mêmes. Et j'ai commencé à les comprendre. Elle durait 1 minute 30. Donc, je pense que c'est parce que c'était un très gros bébé. Je pense que c'est ça, parce que j'avais des contractions, ça commençait toujours dans le dos, chose que je n'avais pas connue, très fort. Donc, Seb m'appuyait pendant, ça devait durer 40 secondes, et ensuite, ça partait sur le ventre. Et c'était interminable, c'était très très long. Et quand c'était sur le ventre, bah, il n'y avait rien à faire, vraiment, c'était extrêmement intense. Et, du coup, très très long, mais par contre, elles étaient assez espacées et elles augmentaient pas dans la durée. Et du coup, au départ, j'ai voulu mettre dans des positions accroupies, debout, quatre pattes. Et je sentais en fait que il allait arriver trop trop vite si j'étais dans ces positions-là. J'ai vraiment eu un instinct, c'était pas mental, c'était vraiment, j'ai senti que qu'il fallait freiner le travail, en fait, qu'il allait sortir comme ça et je sais pas, c'était pas, je sentais que c'était pas ce qui était
à vivre. Et du coup, je me suis allongée. Des fois, je serrais un peu même le bassin et tout. Instinctivement, hein, à des moments que je ne saurais même pas définir, mais il y avait des moments où je sentais qu'il fallait que je ferme le bassin, des moments où il fallait que j'ouvre plus, tout ça, mais j'étais allongée tout le long, sur le côté, tu vois, donc pas la position qu'on va dire la plus facilitante, et c'était celle dans laquelle j'étais la plus à l'aise. Seb essayait de remplir la piscine, donc de la gonfler, ça a été super long. La remplir, ça a été long. La doula est arrivée parce qu'il l'a rappelé entre-temps. Voilà, j'ai même pas capté. Moi, j'étais dans mon truc. Et moi, je leur avais demandé, on s'était vraiment mis d'accord. Je voulais que personne me parle. Mais en même temps, je voulais pas me sentir seule. Je voulais les entendre parler entre eux. J'avais besoin, je leur disais par exemple qu'ils jouent aux cartes ou qu'ils fassent des trucs pas très loin. Mais je voulais pas qu'on me parle. Et surtout, moi, j'ai très peur quand on me dit, vu que je suis un peu hypochondriaque, quand on me dit tout va bien, tu fais ça bien et tout, je me dis, il y a un truc qui va pas. Pourquoi on me dit ça, quoi? Donc, je disais, je veux surtout pas d'encouragement, on me parle pas, on me dit rien. Je saurais me faire comprendre voilà, s'il y a besoin de quelque chose, mais j'aurais besoin de rien, je savais que ça irait. Et du coup, en fait, ça a été génial parce que quand elle est arrivée, la doula, la piscine, j'ai compris parce que j'entendais ce qui se passait. En fait, l'eau était froide et Seb, il n'avait même pas capté qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Donc, ils ont dû vider à coups de casseroles et tout ça la piscine, faire bouillir des casseroles, la bouilloire, tout ça. Et en fait, ça les a occupés tout le travail. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que du coup, ils étaient occupés, ils avaient un œil sur moi, mais personne ne venait me. En fait, on était dans une espèce de danse, en fait, à trois, où du coup, dès que je commençais à souffler, Seb, il arrivait, il m'appuyait dans le dos. Il savait que du coup, c'était là qu'il fallait m'appuyer dans le dos. Et puis ensuite, il repartait à ses histoires de piscine. Et puis, ma doula arrivait, elle me passait un gant frais sur le visage et tout, parce que j'avais hyper chaud. Et puis, elle repartait. Voilà. Et puis, on attendait la contraction suivante. Tout le monde faisait ce qu'il avait à faire, quoi. C'est vraiment comme une danse, quoi. Vraiment, il y avait un ordre, une logique. Et puis voilà, moi, je me sentais. Du coup, voilà, j'ai subi les 30 premières minutes. Après, je me suis vraiment plongée dedans parce que j'ai compris que ça augmentait pas plus et que, en fait, voilà, ça se passait bien. Donc, du coup, j'étais pleinement à ce que je faisais. J'étais en totale sécurité. Je me sentais absolument à ma place, complètement absorbée à ce que j'étais en train de faire, complètement dans mon corps. Et voilà, ça se passait vraiment super bien. Et au bout d'un moment, j'ai senti comme si j'avais envie de vomir, comme des spasmes de poussée vers le haut. Et du coup, j'ai dit, ah, j'ai envie de vomir. Ils m'ont apporté un seau. Mais j'ai vu que ma doula me regardait pas bizarrement, mais enfin, je sais qu'elle a senti qu'en fait, bébé arrivait, quoi. Et moi, je n'ai pas capté. Je croyais vraiment que j'avais envie de vomir. Du coup, bon, histoire de ne pas me contrarier, quoi, elle m'a apporté un seau. Elle dit, tu veux vomir, tout ça? Bon, voilà. Et puis, en fait, après, ça poussait un peu vers le bas, tout ça. Et ça a été très progressif. Là où pour Nora, je l'ai vécu de manière assez violente, la poussée, ça a été d'un coup et ça ne s'arrêtait pas. Et c'était vraiment. J'étais comment dire, un canal de naissance, quoi. Enfin, vraiment, j'étais que ça. Là, c'était très bizarre. Du coup, je l'ai regardé et j'ai dit, ben, ça pousse, je crois. Et elle m'a juste dit, comme elle savait qu'il fallait pas me dire, c'est bien, c'est super, ou je sais pas quoi, parce que ça m'aurait pas plu. Elle m'a dit, est-ce que tu as envie d'enlever ta culotte? Et du coup, juste ça, c'est comme si elle m'avait dit, tout va bien, quoi. Voilà, c'est normal. Moi, j'ai entendu, c'est normal. Voilà, ton bébé arrive, sans qu'elle ait à parler trop, donc c'était vraiment parfait. Elle m'a dit ça, j'ai enlevé ma culotte, et en fait, ça a poussé vraiment tout en douceur. Complètement, c'était vraiment tout doux. Tout doux. Alors bon, cercle de feu, c'est le cercle de feu, mais c'était très doux. Il est sorti en plusieurs temps. Elle avait jamais vu ça, tu vois, parce qu'il était très gros. Donc la tête, ensuite que les épaules, ensuite les bras et tout le reste dedans, ensuite ça bloque aux fesses et ensuite le reste. Enfin bon, voilà, il est sorti tranquillement. Et puis voilà, il était là. Du coup, il a beaucoup pleuré. Je me rappelle, ça m'a perturbée. J'étais totalement dissociée. Je ne l'ai pas vécu pour mes deux autres. Dissociée totale. Alors, grâce à des comptes, notamment comme le tien, c'est d'ailleurs sur le tien que j'ai vu des vidéos de femmes qui sont dissociées après la naissance et tout. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je l'ai senti. En fait, je leur parlais normalement, comme si rien ne venait de se passer. Je faisais des blagues et tout. Mais en le faisant, je savais que c'était pas normal, quoi. Enfin,
au sens, voilà, tu vois, ce que je sentais qu'il y avait un truc où trop bizarre, quoi. Je me sentais, en fait, ça allait trop vite. Il est né, du coup, en un peu moins de 3 heures aussi. Mais ça a été tellement doux. Et puis sur la fin aussi, les contractions, elles étaient toujours toutes les 7 minutes, quoi. C'est la doula qui me l'a dit. C'est pas, voilà, moi j'ai pas compté, mais du coup, c'était pas rapproché. C'était, tu vois, je sais pas, c'était dans mon ressenti, c'était bizarre. Je m'y attendais pas à ce qu'il soit déjà là. Et je crois que le fait aussi que j'étais allongée, il y avait un côté. C'est pas comme si j'avais pas la sensation d'avoir fait un marathon où tu es là et où, je sais pas, tu as forcé et après, ah, ça y est, ton bébé, il est là. En fait, j'étais allongée, tranquille, entre guillemets. Il est arrivé en douceur et puis après, enfin, je sais pas. J'ai été très dissociée, ça a duré plusieurs jours en fait. Hein. Mais beaucoup, beaucoup, ça a duré quelques heures quand même. Et puis après, c'était de moins en moins. Mais du coup, ben, je sais pas, j'arrêtais pas de parler. Je me sentais vraiment bizarre. Et puis là, j'ai vu que Madoula commençait à me parler de délivrer, sachant que c'est pas du tout une personne qui, comment dire, elle sait que elle est totalement alignée avec le fait que le placenta peut mettre plusieurs heures à naître. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'il. On en avait bien parlé avant, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai senti que si elle, quand même, elle m'invitait à me dire, est-ce que tu as envie de t'asseoir, tout ça, je me disais, il y a peut-être un truc. Et puis, donc avec le recul, elle m'a dit que j'ai dû perdre plus d'1 litre de sang. Bon, gros bébé, donc gros placenta, tout ça, mais elle voulait quand même, elle a vu quand même que c'était une quantité de sang assez importante, voilà, et du coup, voilà, elle préférait que je délivre. Et comme moi, j'étais dans mon délire, en plus, je faisais pas le plein d'ocytocine, j'avais mon bébé sur moi, mais j'étais là, je sais pas, je parlais, je me rappelle le premier truc que j'ai dit, et c'était une blague consciente, tu vois. Je ne pensais même pas. J'ai dit, je fais plus jamais ça. Et, il venait de naître que j'ai dit ça, tu vois, pour rigoler, quoi. Ah là là, plus jamais. Et puis j'étais dans mon truc où j'arrivais pas à me concentrer. Enfin, je sais pas comment dire. Donc du coup, ben, au bout de 1 heure, non, une demi-heure, on a coupé le cordon. Non, je me rappelle plus. Une demi-heure ou 1 heure. Donc voilà, c'était très beau parce qu'elle lui a dit bienvenue Émile, voilà, on va te séparer de ton placenta, ça t'a protégé, tout ça. Maintenant, tu es avec ta maman, ton papa et tout. Et je trouvais ça super beau de faire, d'honorer ce moment. Et puis, du coup, elle a demandé à Seb de prendre Émile s'il avait envie, quoi. Mais elle nous guidait un petit peu quand même sur ce coup. Et puis, et sur le coup, je me suis dit, ben pourquoi quoi. Vraiment, je n'ai pas trop compris. Et je comprends avec le recul parce qu'en partant, elle lui a dit, écoute, elle a perdu énormément de sang. Juste pour te donner un ordre d'idée, pour ça, on appellerait ça une hémorragie. Et à l'hôpital, ils auraient fait quelque chose. Donc, elle va bien, elle parle bien, tout va bien, tout ça. Mais juste, essaye d'être vigilant aux alaises de sang quand même. Elle lui a dit, s'il y en a encore comme ça jusqu'à demain, peut-être qu'il faudrait envisager éventuellement d'aller à l'hôpital. Enfin, voilà. Mais du coup, elle avait ça en tête, mais moi, je l'avais pas. Du coup, j'étais là, mais pourquoi elle veut que je m'assoie comme ça enfin, je comprends pas. Et du coup, bon, bah, ça a marché. Je me suis assise et la contraction d'après, le placenta était là, tout allait bien, voilà. Et puis, moi, j'étais dissociée complètement. J'avais envie, limite, d'aller prendre une douche et puis d'aller tricoter, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'était trop bizarre comme sentiment. Avec le recul, je trouve ça dommage parce que du coup, j'ai pas profité des toutes premières minutes. J'étais pas là, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis, du coup, elle m'a installé un petit coin douillet avec des alaises, tout ça. Donc, j'étais avec mon bébé tranquille. Et elle, avec Seb, du coup, ils ont fait l'empreinte placentaire. Ils ont congelé des petits glaçons de placenta, tout ça pour le consommer. Et puis voilà, et puis ils étaient encore dans ce truc, ils parlaient encore doucement. Ils parlaient doucement, ils chuchotaient, ils rangeaient en fait, ils rangeaient la maison, tout ça. Moi j'étais avec mon bébé. J'ai encore aussi adoré ce moment où je me disais, c'est incroyable quoi. J'ai mes filles qui dorment dans la pièce d'à côté. Je suis là avec mon bébé et eux ils sont en train de prendre soin de tout ce qu'il y a à faire, tout ça. Et enfin voilà, c'était trop chouette. Et puis voilà, elle est partie. Seb est venu avec moi. Donc, du coup, il est né à 23h20. Donc, elle est partie peut-être à 1h30, quelque chose comme ça. Et puis, on a parlé
jusqu'à peut-être 3h30 avec Steph. On n'arrivait pas, évidemment, à dormir. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, on s'est endormi. Et puis, on se fait réveiller par nos filles. On dormait dans une autre pièce. On dormait pas dans notre chambre parce que j'avais peur de les réveiller. Et les filles qui se lèvent absolument jamais toutes seules, c'est comme si elles l'avaient senti. Elles se sont levées toutes seules, elles sont arrivées main dans la main, toutes les deux, en mode papa, maman. Puis elles ont ouvert et du coup, on était qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis on a dit Émile, il est né cette nuit. Et Romane, mon aînée, elle a éclaté de rire, genre c'était une blague. Elle me croyait pas parce qu'on le voyait pas dans le lit, il était tout petit, il y avait la couverture et tout. Et j'ai dit si, regarde, il est là. Et elles étaient vraiment, mais absolument émerveillées, genre quoi, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Elles sont allées se coucher et puis voilà, elles se sont réveillées, il y avait leur frère, donc c'était trop bien, on était tous les 5 dans le lit, c'était vraiment trop doux. Et puis on leur avait fait des petits sacs de cadeaux pour les occuper au cas où on serait super fatigués, ce qui était le cas du coup parce qu'on a dormi vraiment pas longtemps. Et puis voilà, elles ont joué, nous on était, voilà, on est vraiment restés calés. Voilà, tous les 5. Mes beaux-parents sont venus pour sortir un petit peu avec les filles, pour qu'on dorme un petit peu. La sage-femme est passée parce que je m'étais mise d'accord avec une sage-femme qui fait des accouchements à domicile et qui avait compris tout de suite. Ça aussi, ça a été vraiment une perle. Parce qu'en fait, je ne voulais pas être embêtée. J'étais traumatisée de mon expérience précédente avec la PMI et tout. Et c'est pour ça que je voulais une sage-femme avec moi à la base. Mais c'était uniquement pour pas qu'on m'embête. Mais en vérité, je voulais absolument pas d'un médecin dans la pièce. Et du coup, elle l'a compris, mais dès le premier rendez-vous, elle m'a fait confiance et elle m'a regardée, elle m'a dit mais Mélène, je comprends pas en fait. Pourquoi tu veux que je sois là? Je comprends pas. T'as pas l'air du tout d'avoir envie que je sois là. Et je lui dis c'est pour les papiers. Elle m'a dit mais enfin, mais si c'est pour les papiers, tu me dis, je viens pas et tu m'appelles quand le bébé est né et puis voilà, je te fais une attestation, voilà, il y a pas de problème. Et j'étais là quoi? Ah bon, c'est possible? Puis c'est bien parce qu'elle nous a fait une préparation sur mesure quand même pour l'accouchement. Alors là, c'était pour mon mari. Moi, je voulais rien savoir. Je savais le principal sur les urgences, à savoir qu'il n'y en a quasiment pas en fait. Il n'y a quasiment rien qui nécessite. Bon, voilà. Et c'était plus pour lui, c'était un truc un peu sur mesure. Voilà, s'il se passe ça. Tout en n'étant pas. Je lui ai dit, je veux que tu lui dises que les choses absolument importantes parce que je veux pas qu'il m'observe dans un but voilà. Donc c'était vraiment des techniques s'il y a hémorragie, de la délivrance, pour calmer le truc, des techniques pour réanimer le bébé si besoin. Voilà, elle nous a expliqué des choses comme ça. Donc c'était super chouette. Et donc voilà, j'ai mis vraiment du temps à réaliser. J'ai écrit mon récit de naissance, il avait 7 mois, donc quand même c'était long. Parce que du coup le postpartum derrière, ça n'a pas du tout été idyllique. Donc où est-ce que ça merde? C'était là. C'était là du coup. Non, je plaisante. Hein. Il n'y a pas un karma forcément, mais en fait à J3, j'ai la maternité qui m'a appelée pour savoir je ne suis pas venue au rendez-vous du terme. Du coup, j'ai accouché 3 jours avant terme et je ne suis pas venue. Et je leur ai dit, ah bah oui, désolée, mon bébé, il est né à la maison. C'est arrivé super vite. Et c'était la nuit, tout ça, donc je ne suis pas venue. Et puis, j'ai ma sage-femme libérale qui est venue et qui a attesté que tout allait bien, qui a fait tout le suivi médical. Donc, voilà, c'est pour ça. Et elle me disait, bon, mais c'est curieux quand même. Nanana. Mais la délivrance du placenta, vous avez fait comment? Mais vous avez fait toute seule? Et je dis, c'est pas plus dur que. Enfin, voilà, je sais pas, le bug avec la délivrance du placenta, mais du coup, voilà, elle me dit ça. Bon, elle dit c'est curieux tout ça, mais bon, ok. En gros, ok, pourquoi pas. Moi, ça m'a stressé énormément. Donc, ça a été le premier jour de mon postpartum où j'ai pleuré. Voilà, J3, en plus, J3, c'est hormonalement, c'est c'est quelque chose. Donc, du coup, j'ai commencé à être dans la peur. J'ai eu très peur. En plus, j'avais un passif avec ces histoires-là. Donc, vraiment, je me suis dit, non, mais vraiment, on va m'embêter alors que j'ai fait, entre guillemets, tout bien. Et c'est là que je vois que j'étais pas alignée parce que je me suis inscrite à la maternité, cette fois uniquement pour être tranquille. Et avec le recul, je le ferai pas. Je le ferai que si je trouve que ça m'apporte quelque chose de m'inscrire. Mais si c'est la peur qui me guide, ça m'étonne pas tellement qu'il y ait eu des conséquences derrière. Parce que mon choix, il n'était pas, j'étais pas d'accord avec ça. Et en plus, j'ai fait la totale de toutes leurs prises de sang. J'ai fait une écho morphologique, non, une écho de croissance pour 2 échos de croissance pour antécédents de macrosome. D'ailleurs, heureusement, ils se sont trompés. Hein. Les 2 échos de croissance, dont une exactement 14 jours avant la naissance. Donc, on se dit, il a déjà son poids, estimé moins de 4 kilos. Heureusement.
heureusement, parce que, parce que là, on m'aurait embêté. Et bon, j'aurais continué sur ma lancée, mais bon, ça aurait été plus difficile. Donc voilà. Et donc, elle m'appelle, tout ça. Elle me dit, tout va bien. Bon, ok, pas de souci. Le lendemain, j'ai ma sage-femme libérale qui m'appelle et qui me dit, il y a la maternité qui vient de m'appeler. Il me pose des questions sur toi, machin. Donc, moi, vraiment, l'angoisse. Et je me dis, oh non, ils vont pas me lâcher. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais elle me dit, mais non, mais t'inquiète pas. Vraiment, y a pas de souci. Je les ai rassurés. Je leur ai dit qu'on avait fait tous les examens possibles. Il n'y a pas de problème. Et là, elle me dit, ils m'ont dit qu'ils voulaient éventuellement appeler la PMI, mais je leur ai dit, mais enfin, ça sert à quoi? Moi, je les connais, je suis allée chez eux, j'ai vu le mari, j'ai vu les autres enfants, tout va bien, tout ça. Et moi, quand elle me dit ça, je lui dis, mais enfin, moi, ça m'inquiète énormément, tout ça. Et c'est vrai que cette sage-femme, elle est, euh, elle est très, je sais pas comment dire, c'est un grand atout et à la fois dans ce genre de situation, ça nous a desservi. C'est qu'elle est en mode, je connais mes droits, elle n'hésite pas en fait à aller au front. Donc ça c'est bien, à me défendre et à dire, mais enfin, elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut, nanana. Mais du coup, elle a peut-être pas assez conscience du fait, c'était une jeune sage-femme, du fait que, en fait, ils peuvent nous mettre des bâtons dans les roues même quand on est dans nos droits. Et ça, elle n'en avait pas conscience. Et du coup, après coup, enfin le lendemain, moi ça m'inquiétait, donc j'ai rappelé ma sage-femme et je lui ai dit, est-ce que tu peux les rappeler, toi, en mode tu prends les devants, parce que moi je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre les devants et dire, ah, au fait, c'était juste pour vous tenir au courant, je sors de chez la patiente, on a fait le Guthrie, je sais pas quoi, tout va bien, par exemple, je sais pas, l'allaitement, ça va bien, machin. Est-ce que tu peux faire ça? Et elle m'a dit, mais j'ai pas de compte à rendre, tout ça, ne t'inquiète pas, on est dans les clous, il n'y a pas de problème, et moi, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas à me justifier, je fais très bien mon métier. Je leur ai dit que je faisais le suivi, donc je fais le suivi. Voilà, j'ai pas. Et je lui disais, mais je sais bien que tu n'as pas à te justifier, mais là, ça serait pour moi, en fait, c'est vraiment. Et du coup, elle ne l'a pas fait. Elle l'a pas fait. J8, une autre sage-femme m'appelle, elle me dit, bon, voilà, personne vous a vu, personne n'a vu votre bébé. Ok, c'est votre troisième, mais on s'inquiète quand même, tout ça. Et moi, tout de suite, je dis, mais évidemment, bien sûr, je viens demain si vous voulez, je suis dispo tous les jours. Qu'est-ce qui vous arrange? Il n'y a pas de problème. Pour montrer que j'ai un suivi médical, parce que c'était vrai, j'étais en route pour aller chez le médecin quand elle m'a appelé. Et donc, du coup, je lui dis, est-ce que vous voudrez que je vienne avec le carnet de santé, vu que là, je vais chez le médecin pour le rendez-vous du 8e jour? Est-ce que vous voulez que j'apporte ça? Et vous voudrez aussi la déclaration de naissance, et nanana, vraiment pour montrer que tout est. Donc, elle dit, ah bah oui, oui, super, voilà, prenez tout ça. Donc, je dis, ok, ben à demain. Et elle me rappelle, genre 4 heures plus tard, elle avait une voix trop bizarre et elle me dit, écoutez, on avait rendez-vous demain, mais je suis pas disponible finalement. Voilà, bonne journée. Et du coup, je lui dis attendez, attendez, quoi? Enfin, pourquoi vous n'êtes pas disponible? On peut se voir un autre jour. Moi, voilà, moi, je suis dispo. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Et du coup, elle dit non, non, mais non, mais moi, c'est bon, on a eu votre sage-femme libérale. Voilà, elle nous a dit que tout était bon, donc que vous aviez bien un suivi médical, donc c'est bon, ça sert à rien, on va pas vous faire venir pour rien. Elle me dit ça, la femme. Du coup, je me dis, bon, peut-être elle s'est fait remonter les bretelles par la chef de service parce que tout allait bien et que, bon, je me dis, ok, pourquoi pas. Et du coup, bah, on continue notre vie, même si j'avais toujours le stress de ça. Je me disais qu'il fallait passer quelques semaines quand même pour être sûr, en fait, qu'il n'y avait pas de problème. Et voilà, bah, à 3 semaines de vie de mon bébé, je reçois un courrier recommandé. Je stresse tout de suite, je comprends. Vraiment, j'étais en stress total. J'ouvre le truc et ça a dit, en gros, la PMI a été destinataire d'informations préoccupantes sur vos enfants et tous mes enfants étaient listés, les trois. Donc je me dis, ok, attends, est-ce que ça peut être la maternité? Pourquoi ils listent tous mes enfants? C'est quoi le. Enfin, et en même temps, ça pouvait être que la maternité parce que mon bébé, il s'appelait X avec le nom de famille, ils n'avaient même pas le prénom, quoi. Ils n'ont même pas pris le temps de rencontrer mon bébé, de me rencontrer, de savoir comment il s'appelle, qu'ils se disent, ce bébé est peut-être en danger, enfin. Et alors qu'on devait se voir, quoi. Donc, si tu t'inquiètes vraiment, si tu es préoccupé par la santé des enfants, bah, tu vois au moins les parents. Et voilà, avant de. Et donc, du coup, je reçois ça. Et là, mais vraiment, je m'effondre. Je me dis, mais c'est horrible. Bah, la peur me prend, évidemment. J'ai une amie à qui j'en parle qui fonctionne beaucoup par la peur. Donc, c'était pas la bonne personne ressource avec le recul pour en parler parce que tout de suite, elle me dit il faut que tu caches tout ce que tu as chez toi, les fleurs de bac, le filtre à eau. Je lui dis mais attends, le filtre à eau. Elle me dit oui, tu te rends pas compte, ça fait vraiment.
personne anti-médecine, il faut absolument que tu achètes du Coca-Cola, je sais pas quoi, que tu aies dans ton frigo des trucs genre normaux, au sens sociétal du terme. Il faut que tu aies des gâteaux industriels, il faut que ta maison soit rangée, il faut que tu aies un lit pour ton bébé. Donc ça me paraissait sensé quand même, parce qu'on dort ensemble. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais au moins me procurer un lit, histoire de dire qu'il a un lit. Mais elle me disait, en gros, voilà, tu te rends pas compte, mais quand tu rentres chez toi, ça se voit, en fait, que t'es pas Madame Lambda. Et je lui dis, mais enfin, non, moi, je trouve pas, à part le filtre à eau qui prend de la place. Mais... et du coup, elle m'a fait peur, quoi. Elle m'a donné le numéro d'un avocat tout de suite. Je lui dis, mais attends, mais juste, j'ai reçu un courrier. Elle m'a dit, appelle-le, nanana. Donc, j'appelle l'avocat. Le gars, il me fait peur. Il me fait peur. Il me dit, ah ben oui, madame, en accouchant chez vous, vous avez mis un warning bien rouge, un clignotant bien rouge sur votre famille, tout ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Et encore une fois, je regrette. À ce moment-là, je regrette. À ce moment-là, du coup, on est à 3 semaines, je pleure tous les jours. De J3 à 3 semaines, un mois, je pleurais tous les jours et je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Mais vraiment, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup de faire ça. C'est bon, je vais avoir des problèmes et machin. Et donc, je me sentais super mal. Et puis, au final, je me suis réalignée assez vite et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça dit de moi, le fait que j'ai peur qu'on me retire mes enfants? Ça dit de moi qu'il y a des choses dans ma vie de mère où je suis pas alignée. Ça dit de moi parce que je me disais, peut-être que si on m'entendait dire ci ou ça à mes enfants ou faire ci ou ça ou nanana, on penserait de moi que je suis une mauvaise mère. Et je me suis dit, bah, ok, bah, ces choses-là, je vais les changer. Voilà, c'est le seul truc que je peux faire. Le seul truc que je peux faire, c'est me dire, voilà, ben, je trouve que, je sais pas, que je suis un peu laxiste sur certains trucs avec mes enfants. Et ben, je vais essayer de mettre des routines un peu plus structurantes. Je vais essayer de cadrer un peu plus certaines choses. Je trouve que ça craint, d'un point de vue extérieur, de ne pas avoir de lit pour son bébé. Et ben, on va avoir un petit matelas à côté de notre lit. Et ben voilà, on aura un lit pour notre bébé, même s'il dormira pas dedans, mais on aura un lit, ça fera bien. Je trouve que ma grande, elle avait un peu des trucs où, quand elle était en colère, vraiment, elle avait tendance à insulter. Alors, elle connaissait pas de gros mots, mais bon. Voilà, et moi, dans ces moments-là, ma posture parentale, c'est plutôt de me dire, tant que ça me fait pas vraiment de la peine, en gros, elle va dire quoi? Vilaine, méchante, enfin, voilà, ça va. Et bien, moi, je me dis, elle a le droit de s'exprimer. En gros, moi, quand mes enfants me saoulent, je prends mon téléphone, je fais un vocal à une copine et je dis, oh, j'ai envie de les emplâtrer. J'ai la possibilité de le dire à quelqu'un. Nos enfants, ils ont le droit de rien, en fait. Donc, du coup, moi, je me dis, à partir du moment où c'est pas une insulte, un gros mot, tout ça, vulgaire, machin, que ça ne m'a pas vraiment blessée, et ben si elle a envie de partir dans sa chambre en disant t'es méchante et en claquant la porte, et ben qu'elle le fasse, c'est pas grave. Moi c'était ok. Sauf que je me disais, ben pour les autres ça l'est peut-être pas, ben on va faire différemment. Donc on avait fait genre une cabane de retour au calme et machin. Enfin, j'avais mis plein de choses en place en fait pour même j'étais un peu trop à l'arrache au niveau des repas, tout ça. Ben je me suis dit bah allez, ça me fera pas de mal. On va essayer d'être un peu plus de prévoir un peu plus ce qu'on va manger, d'essayer de bon voilà certains trucs qui nous ont fait du bien au final, même si c'était sous la contrainte, c'est des choses qu'on a changées dans notre façon de fonctionner qui étaient plutôt cool. Et du coup, je me suis apaisée comme ça et je me suis dit, si moi je suis alignée avec ce que je fais en tant que mère, pourquoi on penserait que je suis une mère dangereuse pour mes enfants? Voilà, j'ai changé ce que j'avais à changer. Après, j'y ai cru et donc, du coup, voilà, on a eu un premier rendez-vous avec les dames qui faisaient l'enquête. Elles ont été très très froides, à donner aucune info. Elles nous ont dit en gros, ben écoutez, ça va être voilà, il y a 3 choix. Soit c'est classé sans suite, soit on vous propose des mesures de prévention, soit ça part au procureur de la République et tout. Mais comme si les 3 choix étaient plausibles, quoi. Donc on était parti de là en mode, ok, qu'est-ce qu'elles pensent de nous? Elles avaient relevé plein de détails, genre ma fille qui louche. Est-ce qu'elle a vu l'ophtalmo, genre vraiment des trucs, ils étaient allés chercher quand même des trucs. Romane, elle a fait une blague à un moment, je sais plus ce qu'elle a dit. Ah oui, elle a dit à sa sœur, mais c'était vraiment une blague, elle jouait. Je sais plus ce qu'elle lui a dit, par exemple, toi, t'es un caca, je me rappelle même plus. Et elle a dit, ah bon, un caca, ok, donc toi, tu penses que ta sœur est un caca, enfin, je sais pas quoi, mais j'étais là, genre, ça va quoi, c'est des enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et donc, du coup, on n'était pas serein. Et puis, j'ai une copine qui a son mari qui fait des enquêtes sociales, justement. Et j'ai pu lui parler. Donc là, ça m'a fait du bien. Parce que du coup, il a dit que en gros, le premier truc qu'il regarde, c'est le lien parent-enfant. En dehors de regarder la maison, parce que moi, j'avais peur qu'ils viennent à la maison, parce qu'ils devaient venir à la maison. Et je me disais, OK, j'ai de la tapisserie qui est arrachée à plein d'endroits. Il y avait un peu de moisissure sur le plafond de la salle de bain.
Il y avait c'est pas nickel, tout ça. Et je me disais, oh là là, mon Dieu, c'est pas nickel, ils vont regarder ça. Et il a dit, bah non, en fait, principalement, il regarde, est-ce que ton enfant, en gros, il a peur de toi? Est-ce que, voilà, comment ça se passe au niveau du lien? Avant même de regarder les choses dans la maison, quoi. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien de me dire, ok, parce qu'au niveau du lien, je sais bien qu'on a un lien qui est sécure avec mes enfants. Donc voilà, elles sont venues à l'improviste à la maison. Elles ont fait semblant, enfin, je suis sûre qu'elles ont fait semblant. Mais si on avait rendez-vous aujourd'hui, j'étais là, ben non, on n'avait pas rendez-vous aujourd'hui. Et du coup, j'aurais dit, ben venez quand même, tout ça. Voilà, elles sont restées 10 minutes et elles se sont regardées en mode, bon, on va pas les retenir plus longtemps. Et là, ce jour-là, j'ai compris que ça allait pas aller plus loin, qu'il n'y avait pas de problème. Elles ont reçu nos filles toutes seules. Donc, on était vraiment super stressés aussi parce que elles leur ont posé que des questions sur l'instruction en famille. Et pourquoi vous voulez pas aller à l'école? Et pourtant, est-ce que vous aimez l'école? Et est-ce qu'un jour vous voudrez aller à l'école? Est-ce que vous êtes sûr que nana? Est-ce que ta sœur va aller à l'école? C'était vraiment voilà. Elles ont noté le nom des personnes qui nous ont fait passer le contrôle de l'instruction en famille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour les contacter, mais moi j'avais imprimé le rapport. Et du coup, je me suis dit, waouh, ils vont appeler pour qu'on n'ait pas l'autorisation. Je me suis fait tout un flip. Je me suis dit, ils vont nous. Et en même temps, je me dis, mais non, mais ils n'ont peut-être pas le bras assez long pour faire ça. Mais j'étais quand même dans la peur et de me dire, mais ils sont capables de tout en fait. Enfin, j'avais peur de ça, tout ça, mais bon, bref. Et puis un beau jour, on reçoit le courrier comme quoi c'est classé sans suite. Et donc, soulagement, on était là, ok, voilà, ça a duré longtemps cette histoire. Il devait avoir 4-5 mois quand on a reçu le courrier. Donc, c'est 4-5 mois de perdu, non, mais de vécu quand même un peu difficile. Et puis, en parallèle de ça, avec ma doula, on a eu des, des, des elle a eu une période difficile dans sa vie qui a fait qu'elle n'a pas pu m'accompagner après comme elle l'aurait fait normalement, comme elle l'aurait souhaité dans mon postpartum. Donc, je me suis sentie seule à ce niveau-là aussi. Il y a eu un truc que je ne soupçonnais pas, c'est le fait d'avoir un bébé de 5,4 kg, 5,48 kg, 5,5 kg, 55 cm. Et ben en fait, donc il portait du 6 mois à la naissance. Et en fait, j'avais l'impression constamment d'avoir perdu des instants précieux. Et je m'y attendais pas. Constamment, je le regardais et je me disais, il est déjà grand, il est déjà grand. Et il avait une semaine que je me disais, mais non, mais en fait, il est grand. Et des fois, on le mettait sur le ventre. Et presque, je m'attendais à ce qu'il parte à quatre pattes, quoi. Tellement le gabarit, c'est. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbé ça pendant longtemps, de voir un nouveau-né, mais qui ressemble pas à un nouveau-né. Et du coup, j'ai eu l'impression d'être passée complètement à côté de mon postpartum. Que la naissance, qui pourtant, enfin, elle a été parfaite avec ma vision de la perfection d'une naissance par rapport à moi, à ma famille, tout ça. Ça a été parfait, vraiment. Parfait. Et du coup, je comprenais pas pourquoi je me sentais pas plus portée par cette expérience après coup. Et, euh, et puis, je m'étais sentie passive du fait d'avoir enfanté allongée. J'ai eu un truc presque, j'ai rien fait. Je suis pas du tout en mode une guerrière à quatre pattes comme on voit dans les vidéos. Moi, j'ai rien fait. Mon bébé, il est sorti tout seul. J'ai rien fait du tout. Puis j'ai fait aucun bruit. Donc ça a donné une impression. Ma doula m'a dit mais qu'elle avait jamais vu ça non plus. Mon mari aussi. Les deux, ils m'ont dit mais on aurait dit que c'était facile, quoi. Mais vraiment pas pour me dégrader, au contraire, c'était pour que je me sente encore plus fière. Je disais, mais ça avait l'air, mais d'une facilité déconcertante. Et du coup, non, c'était pas le cas. Mais du coup, je me disais, ok, donc on dirait vraiment que j'ai rien fait. Enfin voilà, ça a été compliqué. Et en fait, c'est venu après le fait que je me suis sentie vraiment puissante d'avoir mis au monde mon bébé comme ça. Ça a pris du temps et je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Ça a été vraiment au fur et à mesure. Plus j'avais un lien fort avec lui, plus je le voyais grandir, plus je le voyais serein, plus je me rappelais, tous les jours, j'y pensais à comment il était né. Après, j'ai commencé à lui raconter à lui. Et régulièrement, je me posais sur le canapé où il est né. Je lui disais, ah, t'es né là, tu te rends compte et tout. T'as été tellement fort. On a fait ça tous les deux. Et en fait, c'est dans le lien avec mon bébé que du coup, j'ai trouvé ma puissance et que j'ai compris que du coup, mon bébé, là, c'est vraiment une force tranquille. Il est vraiment tout doux. Et en même temps, il est moteur, il fait des choses, mais tout tranquille, vraiment. Et j'ai compris que c'est ce que j'ai incarné pendant cette naissance.
j'ai vraiment été ça, en fait. Voilà, on souffle en douceur, le bébé est né en douceur, on est allongé, il n'y a pas besoin de faire tout un truc de ah, c'est trop intense et machin. Comment dire, je parle pas d'une mise en scène, hein, les femmes qui ont besoin de crier et tout, c'est voilà, c'est chaque enfantement qui est unique, mais je veux dire, bah, du coup, moi, comment j'ai été à ce moment-là et comment est mon bébé, c'est totalement raccord. Et ils me disaient, bah oui, c'est nous, en fait, c'est nous, on est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, voilà, et là, c'est de plus en plus fort. Chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus fière de moi. Plus je prends conscience du fait que c'est exceptionnel dans la société. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, au début, j'arrêtais pas de dire, bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Mettre au monde son bébé, c'est oui, bah, tout le monde le fait. Et donc, j'arrivais pas à me dire, ok, tout le monde le fait, bien sûr. Mais donc, c'est incroyable pour tout le monde, déjà. De un, on s'arrête là. Chaque mère qui met au monde son bébé, c'est absolument incroyable, même avec péridurale, même par césarienne. Enfin, je veux dire, moi, je me suis sentie plus forte après ma césarienne programmée parce que j'avais eu l'impression d'avoir dépassé une peur énorme. Je me suis sentie plus forte après ma césarienne qu'après mon voix basse à l'hôpital, par exemple. Donc, c'est même pas une histoire de. Voilà, il n'y a pas de case à cocher. Mais voilà, déjà, chaque mère qui met au monde son bébé, c'est incroyable. C'est une héroïne. Elle l'a fabriqué, elle l'a mis au monde, voilà. Et en plus, quand même, il y a tout un cheminement derrière, on réussit à s'extraire de croyances que l'accouchement, c'est un acte médical, qu'on réussit à se faire confiance alors qu'on t'a dit que tu pourrais pas mettre au monde un bébé, qu'on réussit à se faire confiance alors que la fois d'avant, on t'a martyrisé, on a voulu te faire payer ça. Je me disais quand même, si ça part en urgence, on va m'emmener à l'hôpital d'à côté. Et l'hôpital d'à côté, on va me voir arriver urgence, waouh, elle a réitéré, elle a revoulu le faire à la maison, tout ça. Je me suis dit, j'avais quand même, voilà, et je me dis, mais elle est là ma force, quoi, d'avoir réussi à faire tout ça dans mon chemin de vie, d'être allée vers toujours plus d'alignement, d'être allée voir là où c'est pas beau, parce que c'est ce qui s'est passé dans la grossesse. J'ai vu quand même les pires facettes de moi, les pires facettes de mon mari, les pires facettes de plein de choses. Ça a été vraiment, on est allé fouiner là où c'était pas forcément beau. On a tout déblayé, on a bien nettoyé, on a tout refait au propre. Et puis, Émile, il est arrivé dans ce foyer-là, quoi. Et vraiment, il n'y a pas un jour qui passe. C'est pas une façon de parler. Vraiment, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne vois pas sur son visage. Je suis heureux d'être ici. Il incarne le bébé qui est arrivé vraiment dans la bonne famille, quoi. Vraiment, il est heureux d'être là. On est heureux qu'il soit là. Et voilà, toutes les choses qui se sont passées avant prennent sens et nous ont emmenés ici, quoi. Et voilà, tout était important. Et si j'avais pas vécu toutes ces choses-là, la naissance d'Émile n'aurait pas pu se passer de cette façon-là. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de cette longue histoire. Je sais pas depuis combien de temps je parle, je sais pas s'il y a l'heure quelque part, mais voilà. Ouais, j'ai fait le tour. Mais si ça te va, je ferai 2 épisodes. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, peut-être avant la naissance d'Émile et la naissance d'Émile, peut-être. Le cheminement est. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Bah bien. Euh... Ouais, bien. J'ai remis les choses dans l'ordre. Donc, je sais pas, faudra voir a posteriori l'épisode si ça règle entre guillemets le truc, enfin les petits trucs de fond que je pouvais partager au début. Mais là, comme ça, déjà, de raconter tout d'un coup comme ça, je l'ai jamais fait. Donc, du coup, c'est quand même hyper important de me dire, ok, je pars quand même de là. Il s'est passé tout ça. Et ouais, c'est chouette. Mais quel chemin parcouru! Mm. C'est, Ouais. c'est waouh! Et moi, ça me touche, ça montre à quel point on est puissante, on est incroyable, de faire effectivement juste «créer un être humain», entre guillemets, juste créer un être humain et et de,
et de venir, enfin, je dis le chemin parcouru parce que c'est une amie, Coco Fabienne, qui le répète très, 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 très souvent. Mais oui, t'es venu à chaque fois upgrader dans vis-à-vis de tes peurs, vis-à-vis de. Ouais. Et oui, ce que tu as vécu, bah, enfin, il y a de la violence, il y a de la maltraitance, il y a vraiment des choses qui sont pas du tout, du tout, du tout, du tout OK et injustes. Et, euh, et même là, aujourd'hui, tu fais en sorte de venir regarder pleinement les choses qui sont encore inconfortables. Et c'est merci, en fait. Merci de faire tout ce chemin-là pour toi-même, mais en fait, tu le fais également pour tes enfants et donc tu le fais aussi pour ton entourage, pour la société, pour le. C'est merci de ton authenticité, de ton d'avoir osé partager tout ce parcours qui est hyper beau, hyper puissant, hyper inspirant et qui vient parce que voilà, on parle d'une naissance post-césarienne, d'un bébé de c'était quoi à la base pour ta deuxième, c'était 4 4 kilos. kg 800. Ouais, 4 kilos 800 et Émile 5 kilos presque 5. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment étiquetées comme pathologie avec ce fameux bassin c'est quoi le terme médical, t'as dit? Bassin chirurgical. Bassin chirurgical. Enfin, c'est là, c'est vraiment t'as un petit ballon avec marqué en gros croyance limitante et là, t'as juste donné un gros coup de pied dedans. Ah ouais, non, c'est. Et je Là, pense que c'est. Oui, vas-y. Moi, j'allais dire, je pense que c'est très important. En fait, j'ai compris là, avec la naissance d'Émile, tu sais, il y a le fameux on enfante comme on vit comme on enfante. Euh, et en fait, j'ai vraiment vu à quel point c'était juste. Avec ma première qui finalement est née ben, dans le contrôle le plus total, une césarienne programmée. Quoi de plus, voilà. Et j'étais cette personne-là à ce moment-là, un besoin de contrôle tout le temps. Et je m'enfermais vraiment. Enfin, bref, bon, je pourrais parler longtemps de ça. Donc voilà. Ma deuxième, ça a été vraiment. Et ben, j'étais cette personne qui croyait en elle complètement et qui était absolument sûre de ses capacités. Et du coup, ben, ça a été une naissance voilà, très rapide, très puissante en mode. J'ai ressenti boulet de canon. Pourtant, c'était pas plus rapide qu'Émile, mais l'enfantement s'est passé comme ça, avec des vagues très fortes et tout ça. Et en mode on y va. Et en même temps, et ben, il y avait mon côté téméraire et mon côté presque ça m'arrivera pas à moi parce que moi je suis informée, tu vois, ce genre de choses qui ont fait que ben, derrière, ben, j'ai vécu ce que j'ai vécu aussi. Enfin, il fallait quand même à un moment que je prenne conscience du fait que c'est pas, même avec toute la bonne volonté du monde, si tu prends pas en compte bah, ton conjoint, les personnes qui sont autour de toi, en fait, l'hôpital dans lequel tu vas aller, tout ça, bah, tu peux pas tout seul, à toi tout seul, tout faire, quoi. Et puis, il y a eu Émile, où ça a été une grossesse où j'ai vu vraiment. Alors, regarder mes failles pleinement, j'ai toujours su faire ça depuis que je suis enfant, donc c'était pas la nouveauté, mais cette grossesse, j'ai regardé ce qui allait pas chez moi, j'ai regardé ce qui allait pas un peu partout. J'ai eu vraiment une grande humilité parce que j'étais prête à accueillir la mort quand même, j'en ai pas parlé, mais je me disais, voilà, j'étais vraiment dans un truc de on contrôle pas la naissance. On contrôle pas la naissance, ça se passera comme ça se passera. J'étais dans quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus doux aussi. Et, euh, et en fait, voilà, la naissance s'est passée comme ça. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que c'est très, très important, tout le travail qu'on va faire pendant la grossesse, ou même après, quand on veut revenir sur ce qu'on a vécu, tout ça, ce travail-là, il est important parce que ça, ensuite, ça a un réel impact sur le parent qu'on est.
Et je ne suis tellement plus la même mère depuis que j'ai vécu ça. Par exemple, l'accueil des contractions, tout ça. Personnellement, aujourd'hui, quand il y a des journées qui sont super difficiles avec les enfants, je me réveille, il y a ma fille qui me crie dessus. Je sais, en fait, je sais. Et je me dis, OK, cette journée, c'est une journée pourrie. Je sais d'avance. Et je sais ce que c'est le pire d'une journée pourrie. Et je me dis, bon, au pire, voilà, ça sera ça. Ou à la fin, genre, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je mange une tablette de chocolat et j'ai plus envie d'être maman. En gros, voilà, le pire, c'est ça. Et puis, je me laisse la porte de, éventuellement, ça sera moins pire que ça. Mais en gros, j'ai pas d'attente. Je me dis pas, non, mais je vais faire en sorte que ça se passe bien. Avant, quand la journée elle commençait mal, je me disais, OK, donc va falloir que je la sécurise à fond, va falloir qu'on sorte, va falloir que, j'en sais rien, on fasse un temps calme ou je sais pas quoi, parce qu'elle est sur les nerfs, ma fille, par exemple. Et là, maintenant, non. Il y a vraiment, genre, cette journée, elle est comme ça, OK. Qu'il en soit ainsi, cette journée est comme ça. Et vraiment, la naissance, ça m'a apporté ça sur plein d'aspects de ma vie, d'accueillir les choses comme elles sont. Et voilà, je pense que c'est super important que tout le monde, peu importe la manière dont on a enfanté, si on n'a pas pu faire le travail pendant la grossesse ou en postpartum immédiat, même si c'est 20 ans plus tard, pouvoir revenir sur les choses et se dire, ah oui, j'ai vécu ça, j'étais comme ci, j'étais comme ça, et tout, ça a un réel impact sur la suite, quoi. Merci. Non, j'étais en train de me dire, je crois qu'on pourrait faire l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. On peut partir sur la parentalité, clairement, sur effectivement l'impact qu'a l'enfantement sur notre posture en parentalité et toute la matrescence qui se met en place à chacune des grossesses, naissances, postpartum. Enfin, c'est... Oui, c'est passionnant. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment. C'est encore une fois, enfin, c'est avec beaucoup d'humilité en fait que enfin, je mesure la chance que j'ai de pouvoir écouter ton témoignage et en plus de le diffuser au monde. Donc, merci beaucoup. Merci de faire tout ça et de m'offrir cet espace parce que du coup, j'ai jamais pu raconter ça comme ça. Tu vois, tu peux pas dans la rue, je vais te raconter la naissance de mon fils. Alors, pour commencer, quand j'étais enfant, c'est ça. Donc, vraiment, merci et j'espère que ça pourra aider des personnes qui ont des étiquettes aussi. Parce que là, c'est vrai qu'il y avait peut-être aussi le diabète gestationnel, mais j'ai pas fait le test, vu que les gros bébés. Mais il y avait voilà, le bassin chirurgical, l'utérus cicatriciel, le bébé macrosomique. C'était des warnings, voilà. Et puis en fait, non. En fait, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous ? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee. Le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.